Bonjour et bienvenue dans un épisode dans l'intervalle un peu spécial, puisqu'aujourd'hui nous allons revenir sur le festival du film d'animation d'Annecy qui s'est tenu en juin dernier. Pour cet épisode, je suis accompagné pas de mon équipe habituelle, mais de Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure auquel on écoute cet épisode. Oui, c'est libre à ce niveau-là. Vincent, je sais que tu tiens une chaîne YouTube où tu parles notamment d'animation. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, effectivement. Alors, certains me connaissent sous mon blaze Vincent, Vincentime, Vince. Enfin, voilà, vous faites comme vous le voulez, quoi. Je tiens une chaîne YouTube depuis quelques années sous ce dit pseudonyme Vincentime. Et puis, depuis déjà 4-5 ans, je me suis un peu plus voué mon âme à dédier une petite chronique qui s'appelle Toonesque, parce qu'on parle de choses cartoonesques. Et voilà, du coup, je fais des formats vidéo où je parle de sujets, donc de séries et de toutes choses liées un peu à l'animation, surtout l'animation occidentale en premier temps. Et j'essaie d'en faire quelque chose un peu de spécial, un peu de montrer mon amour tout en n'en faisant pas non plus quelque chose un peu de niche, en essayant de casser un peu cette image du médium de niche. Des chaînes sur l'animation, il y en a beaucoup, mais j'ai l'impression que sur l'animation américaine, et encore plus sur l'animation qui est en dehors de ces pays, c'est quelque chose d'assez marginal. Je me demandais du coup, c'était quoi ce qui t'intéressait dans l'animation ? Moi, en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'animation, c'est vu que, même si, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui parlent de Japanime et que la Japanime est très ancrée là-dedans, forcément, moi, un truc qui me parle beaucoup en termes de visuel et d'écriture, de comment on peut raconter les choses, c'est tout ce qui est très inspiré par la culture populaire, la dite pop culture. Et forcément, en Occident, on en est quand même beaucoup plus fan. Les pays d'Amérique du Nord ou même aussi beaucoup de productions qu'on a en Europe. Mais j'avoue que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir raconter une histoire qui peut être parfois limite beaucoup plus intéressante, réaliste, relatable aussi, sans pour autant en fait utiliser les codes d'un cinéma beaucoup plus classique et d'essayer de un peu jouer entre les lignes, etc. Et c'est pour ça que moi en fait je pense que vraiment je le dis sincèrement comme un très grand Del Toro à Annecy, que l'animation c'est pas juste un genre de film, c'est vraiment un médium à part, une autre manière de s'exprimer, et c'est ça qui m'intéresse, tout comme quand on fait je sais pas, le procédé par exemple du montage dans le film, raconter des histoires avec l'editing, de pouvoir changer des choses, etc. L'animation, c'est un peu ça aussi, on retrouve ce côté un peu... on peut très bien écrire quelque chose de A à Z et au dernier moment se dire « Ah mais en fait la lettre Z, pourquoi elle a toujours été à la fin ? Finalement on peut peut-être la mettre à la troisième lettre, ainsi de suite. » Enfin c'est un peu compliqué à exprimer comme ça, un peu à exprimer cette pensée, mais c'est un peu ça en fait qui fait que ça m'intéresse vraiment l'animation. Non, t'inquiète, on est habitué à dire des choses compliquées et de manière assez alambiquée dans ce podcast-là. Mais ce que tu dis est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui sont plus habitués à la prise de vue réelle. Et là, quand on a établi la liste des films et des séries dont on voulait parler, il y en a quand même pas mal qui ressortent. Et j'ai vraiment l'impression qu'on voit réellement l'animation comme quelque chose qui va transcender les limites du médium de la prise de vue réelle pour donner d'autres visions de cinéma. Et ça m'intéresse en fait dans la liste qu'on a établie, c'est que j'ai l'impression que c'est assez fréquent cette manière de voir l'animation. Après, je trouve qu'il y a des manières de voir l'animation qui sont un peu, pour le dire très grossièrement, conservatrices, où j'ai l'impression que l'animation, c'est comme une sorte de gadget duquel on n'apporte pas grand-chose. Je ne sais pas trop si on aura l'occasion d'en parler, mais j'ai aussi l'impression que parfois l'animation, notamment dans les documentaires, pour illustrer des choses qu'on ne peut pas montrer parce que c'est trop abject et ce genre de choses, ça fait office de cache-misère un petit peu. Après aussi, il faut pas oublier que une des animations les plus bêtes auxquelles maintenant on est confronté tous les jours, et bon, c'est peut-être pas une animation auquel vraiment on se dit « Ah, ça c'est de l'animation », mais quelque chose qui a été grandement généralisé, popularisé, qu'on voit partout, que ce soit à la télé, dans des messages d'annonces gouvernementaux, quoi que ce soit, c'est le motion design. Ça, c'est de l'animation aussi.
Après, forcément, on n'est pas sur le même type d'animation. On n'est pas sur une animation croquis-dessin ou avec des celluloïdes. On est sur voilà, de l'animation plus avec des formes qui vont reprendre les codes des images clés, etc. Mais qui derrière ne vont pas... on ne va pas s'attendre à la même chose finalement, mais c'est quand même une forme d'animation qui aussi voilà, a de plus en plus sa place. Et tu disais beaucoup de gens de l'industrie, beaucoup de personnes de l'industrie utilisent l'animation, même des fois simplement ils ne font peut-être pas forcément un film utilisant le médium de l'animation ou du moins les techniques de l'animation pour raconter leurs histoires, mais ils vont peut-être chapitrer certains passages ou illustrer certains passages avec, que ce soit du coup le tout simple motion design, ou alors carrément aller creuser un peu plus. Et là, pourquoi pas clairement mettre des séquences qui vont être animées d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour un côté sérieux, fictionnel qui prend une autre tournure, ou alors à l'inverse, plus prendre ça à la dérive et en faire un peu un côté parodique. Ok. Donc voilà. Non, mais c'est super intéressant. Mais maintenant, je me dis qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Annecy, puisqu'on est là pour en parler. Je me demandais si c'était ton premier Annecy, justement, cette année. Alors, non, c'est mon deuxième Annecy en IRL. Je sais pas si toi c'était ton cas. En fait, c'est littéralement la même chose, c'est-à-dire que j'avais fait le Annecy Online en 2020 et j'étais allé à Annecy Covid où il y avait personne pendant les séances, c'était royal. Ah ouais. Personne pendant les séances, en tout cas, les queues n'étaient pas très grandes parce que c'était une sorte de jauge extrêmement réduite. Donc c'était facile de pouvoir arriver très vite à des séances qu'on n'avait pas réservées. Mais oui, c'est la deuxième fois que je viens physiquement aussi. Ok, moi j'avais fait du coup l'année juste avant ce Covid, j'avais fait 2019. Et 2019 c'était quand même très très sympa, il y a eu un gros programme. Moi je suis juste un peu deg de ne pas avoir trop couvert le festival ou d'avoir pas tant pris de souvenirs à ce moment-là. Et ça m'a permis du coup là cette année de faire un peu plus gaffe et de peut-être plus profiter justement du lieu, parce que Annecy c'est pas qu'un programme et un festival en tant que tel, c'est aussi une ville, c'est une ambiance, et je trouve que c'est une superbe ambiance. Ça participe vraiment à un climat en fait. On parlait un peu là du cinéma en tant que tel et de l'industrie. J'en ai parlé avec quelques amis en rentrant. Beaucoup de gens m'ont dit ah ouais, Annecy ça a l'air d'être vraiment sympa après avoir vu certaines de tes stories, tout ça, parce que en fait il y a le côté égo qu'on peut retrouver par exemple à Cannes ou quoi que ce soit, il est moins là quoi. Là-dessus, encore une fois, cette année ça s'est confirmé, et bon, même s'il y avait peut-être certaines grandes têtes, grands studios qui étaient là et qui faisaient coucou, on est là et on a un monopole et en fait voilà, ça marche comme ça et puis c'est tout. Ok, peut-être, mais en dehors de ça, non, c'était vraiment bien. Là-dessus, le festival, il profite beaucoup à rendre enthousiaste, et je sais que certaines des personnes avec qui j'ai fait le festival sont d'un coup dit ah ouais, en fait l'animation, peut-être que c'est peut-être un truc aussi maintenant que je devrais plus couvrir ou plus porter un œil, parce que en fait le milieu en tant que tel il est limite pas plus intimiste, mais il y a plus de proximité, il y a moins ce côté lui c'est le réalisateur, il est loin, il est derrière les caméras et il gère les caméras, il gère son film, etc. Mais en dehors de ça, on va jamais le voir, on va juste le voir pour faire sa promo de film, etc. Alors que à côté, l'animation, vraiment, on avait l'impression que derrière ce milieu-là, c'est plus un milieu où on sait que c'est des personnes qui vont quand même porter beaucoup de respect envers leur médium en fait. Et c'est un médium avant tout d'enthousiaste, je pense. Bon, donc du coup, un bilan humain plutôt sympa de ton côté. Pour Annecy, tout à fait. Franchement, cette année, vraiment, encore une fois, l'équipe du festival a géré, je trouve. Parce que toi, là-dessus, t'as ressenti ce même truc-là, mais... Je peux pas vraiment dire parce que j'ai pas tant que ça parlé à l'équipe, mais ce qui était plaisant, c'est d'aller à des salles, d'aller à des séances, par exemple, étudiantes, de parler à quelqu'un à côté de soi, et que ce soit un étudiant qui soit présente un film ou soit en soutien, etc. Et d'échanger un petit peu autour de l'animation. C'est des choses qui me sont arrivées de manière récurrente pendant le festival. Et effectivement, ça fait plaisir d'être dans un endroit où il y a quand même une haute concentration de nerds, de fans d'animation, avec lesquels on peut facilement échanger, et parfois sur des choses assez précises. Et aussi, tout simplement voir
des films qui sortent du lot, je trouve. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, j'aimerais bien aussi ton avis sur la globalité des films qui ont été présentés. C'était une bonne pioche pour toi ou pas? Bah, franchement, il y avait des bons trucs. Après, j'avoue qu'il y a plein de trucs que moi je voulais voir. Et c'est peut-être le seul truc négatif de Annecy cette année. C'est il y a plein de trucs que je voulais voir, mais qui tombaient en même temps, en fait, à la même horaire, à la même date. Souvent, c'était des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'était vraiment le Matrix, quoi. C'était la pilule bleue ou la pilule rouge, quoi. T'as pas le choix, en fait. Et ça, c'était vraiment, pour le coup, super frustrant. Mais en dehors de ça, la sélection était intéressante cette année. Après, je dis ça, mais en 2019, il y avait des trucs bien, mais j'ai pas tout fait parce que je découvrais les joies de faire un festival, tu vois. Mais c'est vrai que le côté de débat, de se pointer à une séance peut-être d'un film auquel on est là, ouais, je sais pas. Est-ce que vraiment ça va m'intéresser? Est-ce que vraiment je vais prendre mon pied là-bas? Est-ce que et que finalement on se tape la discute avec quelqu'un à côté, que ça marche super bien, qu'on va nerder sur un truc? C'est c'est super rassurant. Oui, je trouve que Annecy, c'était quand même un moment très plaisant pour moi. J'ai beaucoup aimé le cadre qui est magnifique. C'est vrai que se poser, de manger devant une montagne, ça n'a pas de prix. J'ai fait, comme je l'ai dit, pas mal de rencontres. J'ai pu toper pas mal de personnes, voir des gens et me dire «Hey!» et discuter. Et ça fait vraiment plaisir aussi. Maintenant, je dirais que les films, c'est un peu plus en demi-teinte, au moins pour les longs métrages. Mais je le savais un petit peu avant d'y aller parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment les courts-métrages qui m'intéressaient le plus quand j'allais à Annecy parce que c'était là où les gens allaient déployer peut-être un peu plus de créativité et c'est encore plus le cas pour les programmes étudiants puisque c'est là que les gens finissent leur film. C'est quand même un des moments les plus importants de leur carrière naissante et il y a plus de place vers les échecs, les tentatives, la possibilité de se tromper. Et moi, ça m'intéresse toujours de voir des films ambitieux, mais pas totalement accomplis, que des films qui respectent un cahier des charges. Et j'ai quand même l'impression que à Annecy aussi, on ressent un peu trop le cahier des charges en termes de cinéma, même si on peut y voir quand même de belles choses à ce niveau-là. Je te propose qu'on arrête et qu'on passe au vif du sujet avec les films et les projets annexes. Bah ouais, carrément. On va commencer par toi, Vincent. Tu as vu un projet qui s'appelle Intergalactics. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, Intergalactic, alors moi j'avoue, Intergalactic, je m'attendais pas à ce qu'on en parle tant que ça à Annecy. C'est le nouveau projet, le nouveau bébé de Kid Cudi, donc cet artiste qui a beaucoup impacté la culture hip-hop, R&B et même pop à la fin des années 2000. C'est grave cool en fait qu'enfin on ait eu vraiment beaucoup plus de visuels, de previews, etc. Parce que c'était quelque chose qui était déjà teasé depuis quelques années de ça. Et en plus de ça, Scott Mescudi, a.k.a. Kid Cudi, avait déjà en tête l'envie de faire une série d'animation. D'ailleurs, il devait aussi y avoir de base une série d'animation ou des courts-métrages. On n'a pas eu plus d'infos là-dessus par rapport à Kids See Ghost, son projet commun avec Kanye West. Donc là-dessus, moi, grosse fanzouz, évidemment, ça me parle aussi. Mais là, Intergalactic, on a enfin eu plus de détails. Et surtout, on a eu Kid Cudi qui a débarqué à Annecy, quoi. Il a pull-up à Annecy, accompagné de ses acolytes. Et ils ont balancé du lourd. Cudi venant avec du gros drip sur scène en belle robe bleue. Et ouais, débarque à la conférence Netflix et du coup nous présente Intergalactic. Donc je crois que c'est une série d'animation qui va être entre, je crois, 4 et 6 épisodes d'une vingtaine de minutes et ça va durer à peu près 1h10, 1h20 au total. De ma connaissance, de ce dont on peut se baser par rapport à ce qu'a déjà fait Cudi dans sa carrière sur ses albums. Lui, il aime bien découper ses albums en actes, un peu comme une pièce de théâtre. Ça m'étonnerait pas qu'en fait, chaque épisode soit un acte comme sur ses albums et qu'en fait, indirectement, Intergalactic soit un peu son Interstellar 5555. Donc, pour les jeunes, c'est le film d'animation, Japanimation de Leiji Matsumoto pour les Daft Punk. Il n'a pas été réalisé par lui, le film. Interstellar. Il a été réalisé par un autre réalisateur, Matsumoto. Il a dû faire les designs, ouais, peut-être. Là-dessus, tu peux me corriger si tu veux, si t'as le blaze, je serais grave intéressé. Je l'ai pas sur moi, désolé. Non mais écoute, c'est ce fameux film en fait qui faisait un peu sorte de clip musical de 1 heure sur Discovery. Intergalactic, ça a l'air d'être ça parce qu'en fait c'est son nouvel album aussi à Cudi qu'il avait annoncé depuis facile 2016 si je dis pas de bêtises.
Et que, entre-temps, il a balancé donc Man on the Moon 3. Et il a dit, mais attendez, hein, Intergalactic, ça va toujours sortir. Et là, on a enfin eu des trucs. Bon, c'est très inspiré Spider-Verse en termes de visuel. C'est grave cool. Je pense que, indirectement, toutes les personnes afro-américaines, les personnes noires qui vivent aux États-Unis ont été grandement impactées par Spider-Verse par rapport à sa DA, etc. et par rapport au fait d'avoir mis en avant Miles, etc. Et ce rapport à la vie en général en banlieue ou en suburbs, comme ils aiment bien le dire. Et dans Intergalactic, il y avait vraiment la même vibe que tous les moments de Spider-Verse où on voit vraiment Miles se balader dans la rue. Sauf que là, il y a un côté peut-être un peu plus, je dirais pas distordu, mais un peu plus abusé sur les couleurs. Beaucoup plus de choses qui viennent de l'espace littéralement, parce que voilà, on parle du Man on the Moon, donc ça va être intéressant. C'est tout à fait fictionnel, il n'y a rien à voir avec des vrais faits, etc. C'est que de la fiction, on n'est pas sur un biopic ou quoi, mais il y a ce côté d'ego trip avec des visuels très inspirés de Spider-Verse. Je pense que indirectement c'est un peu facile maintenant de faire ça, parce que voilà, mais ça veut aussi dire que le film a vite eu son impact quand même. Ça fait 3 ans qu'il est sorti, Spider-Verse, donc respect à lui, et franchement grave hâte de découvrir ça avec l'album qui sort en même temps, donc c'est le 30 septembre prochain, voilà. D'accord. J'avoue que c'est peut-être pas ta faute parce que vous avez peut-être eu que des images, mais j'ai extrêmement du mal à voir de quoi ça parle, Intergalactic. De ce que j'ai compris, parce qu'en fait on a eu des extraits. C'est pas un truc qui a vraiment une histoire à raconter. Je pense vraiment que Cudi a voulu faire son album visuel, c'est-à-dire que c'est de l'ego trip, ça va être l'histoire d'un gars qui tombe amoureux et que entre-temps, voilà, il fait sa vie. Donc il est en retard au taf parce que la veille, il a fait une fête un peu trop, voire je crois que même il fait 2-3 fêtes dans la même soirée à différents endroits où il consomme différentes substances. Voilà, il y a quel coquin. Et donc du coup forcément il est claqué en arrivant en taf le lendemain. Il y a tout ce truc là, et en même temps du coup il rencontre quelqu'un, ça se passe bien. Il y a ces moments, et là je parlais tout à l'heure du film de Daft Punk, pas en raccourci facile, mais littéralement on a eu un extrait clippé avec une musique, le love song pour l'instant de la série, qui n'a pas encore été balancé je crois, je me rappelle plus du titre. Un love song où en fait il y avait vraiment la même vibe vraiment, je suis sûr de moi que toute la séquence donc, de Something About Us qui est dans le film des Daft Punk, ce côté vraiment voilà, et puis littéralement le truc des Daft Punk c'est dans l'espace. C'est un gros patchwork de références du coup. Je pense que ouais, mais en même temps après Cudi c'est un enfant de la pop culture, ça a toujours été ça, et il y a ce côté vraiment de c'est assumé, et je pense que ça va faire kiffer les gens. Est-ce qu'après, sur le long terme, ça va devenir une référence ou une œuvre incroyable ? Je pense pas. Après, j'aimerais bien me tromper, ça serait cool aussi. Non, mais c'est intéressant aussi parce que Kid Cudi, il a fait des choses avec Kanye West. Et Kanye West, quand j'étais adolescent, je l'associais pas mal à Takashi Murakami, justement, les clips qu'il avait réalisés pour lui, avec le petit ourson. Donc déjà, une image de l'animation qui s'incarnait dans le rap. Et on voit que l'animation, bon là c'est plutôt la jab animation, mais c'est quelque chose d'assez important dans l'esthétique des rappeurs. Et donc du coup, qu'il y ait un rappeur qui fasse un film d'animation, qui soit sur un concept d'album, c'est pas très étonnant. Et ça m'étonne pas non plus que Netflix fasse quelque chose comme ça, parce qu'ils avaient déjà produit un clip, ou au moins diffusé un clip pour l'album de Thom Yorke, qui avait été réalisé par Paul Thomas Anderson. Donc voilà, un côté un peu multimédia qui se... Ouais. C'était pas Anima, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, c'était ça, Anima. Ouais. Non, c'est tout à fait. Mais c'est pas la première fois que l'exercice arrive. Moi, j'avoue que je devais parler à un moment d'un même type d'exercice slash œuvre qui a été produite sur ma chaîne YouTube, et beaucoup de fois j'ai repoussé le montage de cette vidéo parce que c'était un peu catastrophique, on était en fin de confinement, etc. et j'étais un peu fatigué. Il y avait eu aussi André 3000 de Outcast qui avait fait sa série sur Cartoon Network, Class of 3000, qui était littéralement une série, et il a fait toute la BO, et pour le coup il y avait un peu plus de sens dans ces épisodes, etc. C'était moins un truc genre vraiment ego trip, nanana. Là, Cudi, il s'en tient juste à ça. Après, voilà, il a une opportunité de ouf, il le fait, et je trouve que c'est vraiment cool. Mais c'est intéressant aussi que tu parles du coup de Murakami, parce que, comme je le disais au tout début, normalement, de base, Murakami
avait commencé à réaliser on ne sait pas si c'était une série ou un truc, mais il y a eu un trailer qui avait été balancé par rapport à Kitsy Ghost, où justement on voyait donc le retour du nounours de Kanye, le Dropout Bear, avec Cuddy qui était en forme de renard, je crois, et on n'a pas eu de nouvelles depuis, ça fait 3 ans. Et tout le monde se dit, ouais, en fait, le projet est abandonné parce que trop compliqué. Et surtout, entre-temps, les deux se font la gueule à cause d'histoires de potes qui sont potes avec des ex et tout ça. Et ça le fait pas trop. Et nanana. Mais bon, voilà, on va pas. C'est le showbiz. C'est le showbiz. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est comme ça. Alors laissons le showbiz un moment pour passer à la prochaine section, la sélection off-limit. La sélection off-limit à Annecy, c'est quelque chose d'assez particulier. Ouais. La sélection off-limit, c'est plutôt une sélection de films expérimentaux qui travaillent l'image plus qu'ils ne sont des films d'animation. Okay. Donc il va y avoir des films qui vont travailler une matière qui va être la pellicule ou la prise de vue réelle, mais à travers des procédés de modification d'image qui vont justement ressembler à ce qu'on pourrait appeler de l'animation, mais qui n'en est pas forcément. Donc du coup, c'est une sélection assez hybride et qui est intéressante à ce niveau-là, parce qu'on y voit des images qui sont assez saisissantes, mais qui sont aussi assez agressives. Ça se voit par exemple dans le premier film dont j'ai choisi de parler, ce qui s'appelle La mujer como imagen, el hombre como portador de la mirada. C'est peut-être pas une excellente prononciation, mais c'est la mienne, de Carlos Velandia, qui va juxtaposer différentes images de femmes et d'hommes qui sont issus de films hollywoodiens à travers l'histoire pour montrer des motifs qui se répètent dans une histoire hollywoodienne qui finalement sont assez communs à travers les époques et qui rappellent un peu des films, je pense aux films de Martin Arnold, qui vont justement distordre des films hollywoodiens pour y montrer des images clichés et nous les imposer dans le temps. Là, ça marche plutôt comme une sorte de marteau-piqueur d'images, on te les impose super vite comme une sorte de clip de techno, mais je trouve que ce rapport-là aux images est à la fois assez saisissant et bon, là, il faut avoir les références. Je pense que c'était une séance qui était quand même assez référencée en termes de cinéma, c'est un peu une séance pour nerds, mais qui produit un sens qui est pour moi assez clair. Donc il y a deux plaisirs qui se créent dans le film, du coup à la fois le plaisir des images qu'on te revoit dans la face et à la fois le plaisir de reconnaître ces images et de les associer à une histoire du cinéma. Donc c'est un film que j'ai bien aimé. Ça me rappelle un autre film qui est dans la séance qui s'appelle Train Again de Peter Cherkassky, qui est un auteur que j'aime beaucoup pour le coup, qui a fait un film qui s'appelle Outer Space, où il y a une femme qui se fait agresser par une créature qu'on ne voit pas, et donc du coup l'image se distord, elle part dans tous les sens et compagnie. C'est vraiment un excellent film. Et il a fait un film qui s'appelle Train Again, qui m'a un peu eu à l'usure, parce qu'au début ça m'avait un peu saoulé, il y avait des rapports qui se faisaient avec des chevaux et des trains, genre comme pour montrer qu'avant il y avait les chevaux et puis ensuite est venu les trains qui vont tout défoncer sur leur passage. Mais au final, il y a quelque chose de tellement puissant dans ces trains qui vont faire varier la pellicule et qui vont à la fois se retrouver à faire une sorte de petite histoire du cinéma, des trains qui foncent, où on va retrouver des films des années 1900 jusqu'à The Non-Ranger dans les années 2010. Donc quelque chose de assez prenant, violent, assez agressif en termes de son, mais qui m'a plutôt plu. Dans une démarche peut-être autre, donc du coup on dépasse les références au cinéma, il y a One Month Minute de Ehsan Neon, je sais pas si on prononce ça comme ça là aussi, qui va juxtaposer 24 temps de journées différentes, c'est-à-dire que sur un fragment, il va y avoir minuit, sur un autre, il va y avoir 1h du matin, sur un autre, il va y avoir 2h. Et donc, du coup, ça va être une image qui va être fragmentée en plusieurs temps d'une même journée qui vont se retrouver sur une même image. Bon, c'est difficile à comprendre dit comme ça, mais ça crée quelque chose de vraiment bizarre parce qu'il y a vraiment... Quand le temps il défile, il y a des choses qui ressemblent à des time-lapse qui se créent dans l'image et ça crée quelque chose que j'ai rarement vu au cinéma. Et il y a un autre film qui m'a intéressé, c'est Intersect, qui prend des images de paysages ou d'insectes, qui les modifie pour les transformer en des formes abstraites et qui là aussi correspondent vraiment à une ère du temps très réduite parce que par exemple les images vont se transformer en des textures en 3D ou vont s'étirer à l'infini pour créer une sorte d'insecte complètement invraisemblable et va créer quelque chose même comme des sortes de taches colorées qui ressemblent à de la peinture à la Jackson Pollock au bout d'un moment à partir de sources qui sont juste de nature. Et donc du coup je trouve ça super intéressant comme d'images extrêmement banales on crée quelque chose d'abstrait mais aussi quelque chose d'abstrait qui ressemble à rien d'autre qui a été fait
avant, tout du moins, que je connais, parce que ma culture, elle n'est pas non plus extrêmement étendue en ce domaine-là. Mais c'est vraiment un film que j'ai trouvé inventif, et c'est ce que j'ai bien aimé dans la sélection Off Limits, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on voit le cinéma expérimental comme quelque chose de un peu chiant et minimaliste, et là, c'était tout l'inverse, c'est que la majorité des films étaient super maximaliste et agressif, à un tel point que au bout d'un moment en fait j'étais un peu rassuré quand la séance s'est finie. Enfin, j'avais le calme et le silence qui revenaient et je revenais un peu au monde réel après avoir été secoué pendant 1 heure et des poussières. Et c'est ce rapport-là aussi au cinéma expérimental que j'aime bien, le rapport de l'expérience plus que le rapport de la méditation, etc., qui peut être chouette aussi, parce que j'aime bien aussi me reposer quand je regarde des films, mais j'aime bien aussi le côté un peu montagne russe qui est pas non plus dénué de pensée. En fait, de tout ce que là t'en dis, non seulement cette sélection-là, le off-limits, comme tu disais au tout début, c'est un peu comme si on voyait un peu comme l'animation comme une petite bulle, et qu'en fait chaque film est un pont vers un autre médium, tu vois. Intersect, ça fait quand même très penser à de l'art en toile, en fait, simplement, hein, de l'art vraiment du visuel. Ouais. Quand tu parlais c'était One Month Minute de Ethan Neon, ça fait du coup cinéma. Et pareil, il y a aussi le côté très... si une œuvre reconnaît une autre œuvre, ça fait que du coup une œuvre existe entre gros guillemets. Et il y a ce côté, nous on est habitué d'entendre que le cinéma, et là je parle du cinéma en général, et donc plus souvent le cinéma à vue réelle, on a l'habitude de souvent se dire ok, le truc underground, le off limits, entre gros guillemets, ça va être des trucs où justement on va peut-être pas avoir une grosse ambiance devant, on va peut-être à un moment se dire ouais, c'est quand même enfin là je m'emmerde un peu quoi, ce truc là, parce qu'on a ce préjugé inconscient présent, alors que du coup là l'animation arrive à contrebalancer ça, parce qu'il y a ce côté un peu un peu plus prêt à l'expérimentation, et comme tu le disais là, les pitchs que tu as donnés de chaque film, chaque synopsis, ou chaque je sais pas, la structure ou la forme, fait que moi là je suis intéressé de regarder les films que tu as cités, parce que derrière il y a un côté technique qui chauffe quoi. Ouais, c'est super sympa. Non mais c'est ce truc là quoi, oui, je suis d'accord. Après je comprends totalement en fait que devant ces films-là, il y a des gens qui soient totalement hermétiques, parce que c'est des films qui sont pas narratifs, du moins pas immédiatement, et qui sont aussi, tu le prends ou tu le laisses. Donc c'est aussi un rapport de rejet qui me paraissent totalement sain, et qui, ces films-là sont pas faits pour tout le monde, et c'est pas grave. Après, c'est marrant parce que je sais pas si tu t'es posé cette question-là quand t'as vu les films ou quoi, parce que justement en parlant de Intergalactic et tout ça, on a parlé un peu de la musique et l'animation. Là, dans toutes les idées que tu m'as pitchées, finalement, il y a beaucoup de films qui ont été cités. C'est des idées qui pourraient être faites, par exemple, dans du clip musical, en fait, dans tout ce qui est clip. Surtout là, quand tu parlais de Intersect. Tout à l'heure, tu as cité Anima, le projet de Paul Thomas Anderson pour Tom York. Il y a beaucoup de trucs un peu aussi dans cette idée-là, que ce qui a été fait pour certains visuels ou certains trucs légèrement intimement liés à l'animation, ou alors sur la frontière du jeu vidéo entre gros guillemets, par rapport à du coup Radiohead, par rapport à Kida là, parce que récemment il y avait un jeu qui est sorti sur une sorte de jeu interactif bizarre qui est sorti sur la Play et sur ordinateur, une sorte de galerie d'art où il y a ce côté animation et en même temps 3D où tu te balades dans des espaces, et il y a des moments où justement c'est que de l'animation et tu te demandes est-ce que tu vois une tâche ou quoi que ce soit. Donc ce off-limit, c'est la preuve que, encore une fois, jouer avec les images, jouer avec ce côté-là, c'est de la matière qui, des fois, est tellement surréaliste que ça en devient beaucoup plus convaincant. Je sais pas si toi, parmi tous ces films-là, est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment plus marqué qu'un autre ? Non, pas forcément. Peut-être One Month Minute, qui m'a vraiment impressionné parce que j'ai pas trop compris comment le gars a fait ça. En fait, la manière dont le temps va se fracturer va aussi varier, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui vont être filmés plutôt avec une vitesse plus lente, et d'autres qui vont être filmés de manière beaucoup plus rapide, et donc du coup on va passer de différents états, et pas juste quelque chose qui tient d'un défilé d'images, comme j'ai pu le faire comprendre avec d'autres films, mais qui va être un peu plus doux et qui va tenir aussi un peu d'une forme d'observation. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu plus complexe en termes d'humeur et de tonalité dans le film, qui font que je le trouve peut-être pas plus riche, parce que les films ils ont d'autres richesses à d'autres niveaux, mais qui m'a peut-être un petit peu plus captivé que les autres.
En parlant justement de trouvailles visuelles, tu as vu le teaser très convoité. Je voyais les queues justement quand j'attendais pour Off Limit, qui était déjà énorme alors que la séance avait lieu dans 2 heures. C'est n'importe quoi. C'est le teaser de Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors, est-ce que ça valait le coup de l'attendre autant, ce teaser? Bah, franchement, ouais. Parce que on en a déjà parlé au début avec Intergalactic, tout ça. Le premier opus avait tellement impacté l'industrie et a tellement remis en question le fait de c'est cool d'animer quelque chose en 3D et ouais, ça y est, enfin, les cheveux ils sont détaillés, tout ça, et que maintenant il faut peut-être inventer des nouveaux styles, il faut renouveler tout ça. Il faut pas juste changer la forme des personnages. C'est cool de faire des films peut-être beaucoup plus inclusifs aussi et de créer beaucoup plus de mixité, que ça soit par la représentation ethnique ou par les différentes choses, je sais pas, la représentation au niveau de l'orientation, etc. C'est cool. Il y a plein de choses là-dessus, c'est cool. Ça, c'est le fond. Mais la forme, elle avait toujours pas vraiment changé en tant que telle. Comment raconter une histoire, tout ça, et débarquer, de se dire ok, ça c'est les gars, ils ont tout explosé avec Into the Spider-Verse. Ils ont tellement explosé le truc qu'il y avait plein de gens, moi y compris, qui en avaient ras-le-bol du MCU. Ras-le-bol dans le sens tout le temps le nanana, il y a tel film qui sort, non, c'est une série, il faut le suivre le truc. J'en avais tellement ras-le-bol. Pour le coup, j'ai entendu qu'il y avait un film d'animation. Je me dis ok, je vais regarder le trailer, nanana, je regarde le film, incroyable. Je me dis ok, si les gars ils ont réussi à m'avoir avec un film, ils vont l'avoir avec le deuxième. Et là on débarque. Qu'est-ce qu'ils nous annoncent? Ok, alors telle technique, tout ça, vous avez peut-être remarqué ceci, cela, vous voulez tel personnage, nanana. On va jouer avec le fond et la forme. Ok, des personnages qui sont beaucoup plus dans l'inclusivité, etc. Ok, il y a beaucoup plus de diversité à l'écran parce que littéralement, le film est écrit et en partie réalisé par des personnes de couleur, donc ça joue beaucoup là-dessus, des personnes concernées. Tout ce truc-là fait que quand on regarde le film, il y a quelque chose de plus honnête et il n'y a pas non plus quelque chose de cliché. Parce que pour en avoir vu des films qui jouaient vraiment sur des clichés, alors là, je reviens plus sur du général, mais un film où on va voir quelqu'un qui vient de la banlieue et qui va être un peu dans la galère, on va souvent lui mettre les clichés de ouais, c'est la street, nanana. Bah non, pas du tout. En fait, Miles, encore une fois, on le redécouvre, il a grandi. Glow-up incroyable, Sony du coup au top encore en termes de forme, etc. Ils utilisent super bien leur nouvelle technologie, ils mettent toujours bien en avant tout ce qu'ils ont fait avec le premier film. Ils creusent encore plus maintenant sur certaines méthodes de shading, etc. sur certains personnages. On a eu par exemple l'exemple sur Gwen, on n'avait pas encore vu un peu son univers, tout ça dans le premier film, on l'avait vu très rapidement. Bah là les extraits se détaillent un peu plus là-dessus. On apprend du coup que maintenant en fait chaque personnage va vraiment avoir son aura entre gros guillemets, et quand je parle d'aura c'est vraiment la silhouette va vraiment impacter comment le personnage se déplace, etc. Est-ce que c'est des choses qu'on faisait vraiment avant? Peut-être, mais est-ce qu'on le faisait avec autant d'implication jusqu'à vraiment jouer avec le médium et surtout avec les outils qu'on a? Bah là non. Et encore une fois, je sais que c'est des choses là qui sont peut-être dans le sens du détail, tout comme le détail du premier film où l'animation saccadée. En attendant, maintenant tout le monde le fait. Donc il y a ce côté du ça arrive, ça balance des statements, bête de chara-design, bête de cadrage, bête encore d'écriture. L'écriture, c'est juste, c'est bien quoi. Et c'est agréable à regarder. C'est pas le typical Marvel ou c'est pas le typical Pixar. Quand on est vraiment sur un truc qui level up le bail. Et moi j'ai vraiment hâte de voir ça, de voir vers où ils vont aller. Est-ce que on va avoir une force antagoniste cliché? Est-ce qu'on va avoir encore à la place quelque chose qui va être encore plus dans le plot twist? Est-ce qu'ils vont trop se fier au succès du premier ou est-ce qu'ils vont encore tenter autre chose d'autre en termes de narration? On va voir. Mais en tout cas, ça a vendu du rêve. Bon, je suis désolé, je vais pas forcément être très positif. Je me demande si un jour, faudrait pas que je fasse un épisode sur Spider-Verse parce que, en fait, j'ai vraiment un problème avec Spider-Verse. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai vu le film, je suis allé aussi en me disant, bon, c'est quand même un gros film d'animation. Ouais. Je vais échapper aux clichés habituels des films d'animation. Et au final, j'ai eu un film extrêmement cliché et très décevant à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai trouvé que l'histoire était extrêmement basique, que le film allait jamais réellement explorer les choses en profondeur. Pour moi, il n'y a vraiment pas tant de différence que ça avec les Marvel qu'on se tape à foison.
je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui me gêne, mais là vraiment énormément, mais c'est sur la question de l'origine du héros, c'est-à-dire que le héros, c'est censé être un noir de Brooklyn ou du moins de New York, et on tend à faire disparaître le plus possible ses origines ethniques. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que en fait, à part le fait qu'il fasse des graphes, ben, il pourrait être blanc en fait. Et j'ai vraiment l'impression que ces personnages, la manière dont on inclut des personnages dans les films d'animation Disney, et pas tous, je pense par exemple à Coco qui fait un effort pour essayer de représenter ce que pourrait être une culture mexicaine en la liant à une histoire qui serait originale, alors que Spider-Verse, c'est ok, on va prendre un héros lambda, on va s'en foutre des couleurs. Je trouve que c'est quand même un peu bizarre, les héros dont on se fout des couleurs, mais c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que, ben, voilà, en fait, c'est vraiment une sorte de noir qui agit comme une sorte de token qui va être agité pour montrer que bah, le film, il a une forme de progressisme, et pour moi, c'est pas différent que Zendaya qui est engagée pour jouer Mary Jane dans les derniers Spider-Man, et on voit très bien que les derniers Spider-Man s'intègrent totalement à la logique qui était proposée dans Spider-Verse pour proposer des univers parallèles, et qui, bon, quand même dans Spider-Verse, je lui accorde ce mérite-là, c'est que les univers, ils sont quand même très bien exploités, au moins dans ce qu'ils créent graphiquement, et là je vais enchaîner aussi sur le graphisme, mais il y a quand même quelque chose qui s'intègre vraiment à un schéma de base qui est assez construit et qui me fait vraiment penser au film La Grande Aventure Lego, qui va jouer sur une sorte de second degré tout en étant extrêmement cliché. Et moi, ça me gêne énormément les gens qui vont être un peu au-dessus de leur objet tout en étant en même temps à se dire ouais, mais regardez comment nous on est créatifs et comment on est sérieux, comment on réinvente les choses, et qui nous vendent cette chose-là, et j'ai vraiment l'impression parfois d'être devant une publicité. Ça là-dessus, c'est un peu le fer de lance, et c'est même la méthode de fabrique des deux producteurs là, Phil Lord et Chris Miller. Après, moi j'ai vu Lego, le film Lego, le premier, j'ai vu le deuxième. J'ai vu Spider-Verse, j'ai pas vu Tempête de boulettes géantes, apparemment ça va. Je sais pas s'il y a cette même idée-là, ou est-ce qu'ils veulent vendre des caméscopes Sony dedans, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que justement, le Across the Spider-Verse va aller un peu plus là-dessus, parce que bon, non seulement on voit le struggle que Miles il a par rapport à s'inclure un peu plus dans la vraie vie sur certains extraits, après c'est quand même très comique encore, mais par contre, il y a un truc qui est très intéressant, et moi j'ai hâte de voir, est-ce qu'ils vont oser faire ça par rapport à tout ce qui s'est passé, je parle politiquement dans le vrai monde, suite à tout ce qui s'est passé en juin 2020, si je dis pas de bêtises, par rapport à tout ce qui était un peu le gros boom du mouvement BLM, les choses horribles autour de tout ce qui était George Floyd et toutes les autres victimes. Pardonnez-moi, j'ai pas les noms en tête. Il y a ce truc où il est sous-entendu, je dis bien après, pour l'instant à prendre entre grosses parenthèses, et je dirais pas spoiler entre gros guillemets, mais vu que c'est un extrait du film qui est en construction, et je pense que c'est quand même au début, mais je dirais spoiler si vraiment vous voulez découvrir le truc de A à Z. Il y a une scène où en fait on voit, donc c'est dans l'univers de Gwen, donc pour l'instant, est-ce qu'il y a vraiment ce côté inégalité, tout ça? Pas encore. Mais en fait, on apprend que Gwen, son papa, il est flic aussi. Et qu'en fait, son papa est à la recherche de, attention, et là c'est intéressant, de la personne qui aurait tué Peter Parker, mais dans son univers. Et de ce que j'ai bien compris, parce que finalement c'était ça le lore de son univers à elle, c'est qu'en fait c'était le meilleur ami de la famille, etc. Elle était là quand elle l'a vu, je sais plus ce qui s'est passé, etc. Pourquoi il est mort, je crois qu'il a ingurgité un truc, ça l'a rendu fou, et elle a dû l'éliminer, bref. Et lui il a débarqué au moment où il l'a vu que machin, donc il a toute sa rage. Je sais pas si, est-ce qu'on va arriver dans une méta où en fait son père va rencontrer le père de Miles, ça va être deux flics, et que peut-être les deux flics, du coup, ils vont se braquer contre, et donc du coup, il va y avoir peut-être ça serait cool qu'il y ait un propos engagé par rapport à la police et tout ça, et que surtout aux États-Unis, voilà, même si bon, en France aussi c'est un peu le cas, mais la police tue quoi. Et j'aimerais bien en tout cas que ça vienne là-dessus. Est-ce que après Sony pourrait littéralement porter ses couilles et mettre ça sur la table, parce que cette proposition-là, pour le coup, serait quelque chose de cool, parce que ça serait intéressant, mais ça m'étonnerait aussi. Ça m'étonnerait parce que il y a quand même Marvel derrière, il y a quand même tout ce truc-là, et bon là on va pas partir sur un enjeu corpo et tout ça, mais ça serait sous-entendu. Après, ça te ferait sourire si je te dis que dans la scène où on voit Miles, qu'on a vu pendant la séquence, il avait un pins BLM sur son sac à dos, quoi. Tout comme l'héroïne des Mitchells qui a un pins Pride et qui le met juste comme ça, et qu'à la fin, juste pour faire plaisir, au fait c'est ma copine. Ok, cool,
Mais est-ce que c'est juste là pour faire joli ou est-ce que ça a un réel intérêt? Je pense plus à la première option, mais voilà. Il y a quand même la possibilité, justement, tu parlais des réalisateurs qui sont tous des personnes racisées. Oui. Et Ken Powers, je sais que c'est un dramaturge qui avait fait une pièce où il y avait différentes figures noires américaines. Je crois qu'il y avait Malcolm X et d'autres personnes. Il y a même eu un film qui a été adapté, qui a été présenté aux Oscars, bref, qui a été mis sur ce film-là. Donc je me dis qu'il y a la possibilité justement de faire advenir cette voix engagée, puisque le film dont je parlais était engagé. Mais je sais qu'après, il a fait Soul pour les studios Pixar, qui doit être un niveau zéro de l'engagement. Ah ouais, non, donc, en fait, je sais pas trop si ça va vraiment avoir un impact. Soul, il y a eu... Et je me dis, en fait, que le fait qu'on change de réalisateur après... parce que vraiment, c'est pas du tout les trois mêmes réalisateurs que le premier Spider-Man. Je me dis que c'est quand même les producteurs qui sont aux manettes, quoi. Que c'est eux qui commandent leurs choses et que c'est pas vraiment des films où c'est des auteurs en tant que réalisateurs qui contrôlent la machine. Bah, après, il y a ce côté du... On va pas se le cacher, hein, Phil Lord et Chris Miller, c'est vraiment des... Bon, aux États-Unis c'est pas pareil, mais on va comparer à ce qui se passe en France. C'est le gaucho sage, c'est le ok, je suis social un peu, ouais, je suis là, je revendique et tout. Mais derrière, c'est pas, je dirais pas que c'est que de la gueule ou que de l'image, mais il y a pas ce côté, je vais aller un peu plus loin parce que aussi, il faut garder les producteurs dans la poche, il faut garder les studios dans la poche, etc. Je sais pas, il y a un peu ce côté aussi, cette énergie un peu humour entre frat bro et nerdy un peu sur les deux qui font ça. C'est ce côté un peu genre on fait de l'humour de gars qui sortent de l'université, trop marrant. Bon, on connaît un peu, c'est un peu la merde, mais trop marrant. Il y a ce côté un peu là qui peut plaire et qui est super facile à vendre, mais derrière du coup sur le propos engagé c'est un peu plus compliqué, et je trouve que c'est quand même cool que voilà, il y a quand même des personnes un peu plus concernées qui sont à la réal, qui pourront peut-être réussir à, même si l'histoire peut être un peu vaseuse, actionner et dire bon, ok, est-ce qu'on peut pas changer juste ça, etc., parce que ça doit être en éternelle discussion, mais je pense que ça peut être intéressant. Effectivement, ça peut être intéressant. Un autre truc qui peut être intéressant, justement, c'est l'animation. Parce que, bon, j'ai eu beau râler sur le film, il n'empêche que je l'aime beaucoup. Et je l'aime pour des raisons malheureusement assez snob. Encore une fois, on se refait pas. C'est pas tant pour l'animation des personnages que j'aime pas trop. En fait, j'aime pas du tout l'effet on simule une matière qui est presque réelle, parce que pour moi c'est un film qui est ultra numérique et je trouve ça naze de pas assumer qu'on puisse avoir une animation fluide. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la gestion des espaces, c'est-à-dire qu'on passe à des espaces qui sont vraiment en profondeur totale et on va passer à des espaces qui vont être totalement aplatis, notamment dans la scène finale que je trouve époustouflante à ce niveau-là. Et je trouve que l'hommage aux comics qui se reprend dans le graphisme, qui pourrait être assez gadget, fonctionne totalement dans cette espèce d'hybridité des styles qui se traduit par quelque chose qui est pas forcément évident, mais qui l'est en même temps, parce que changer quelque chose dans l'espace, le réduire et le triturer, c'est quelque chose qui crée des effets d'image qui sont immédiats. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le premier Spider-Man, Spider-Verse, qui, je pense et j'espère, va être produit et m'étonner encore une fois, parce que le film était quand même vraiment plaisant. Et bon, je tacle un peu l'écriture, mais j'ai quand même aussi trouvé ça amusant et divertissant à d'autres niveaux. En fait, c'est encore une fois, c'est pour ça que je m'attendais surtout, enfin, je me penche plus surtout sur la forme, parce que je trouve quand même néanmoins que c'est surtout ça qui fait le charme du film. Le fond est peut-être, je me reprends un peu sur mes propos, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu similaire à du MCU, mais la forme en fait est tellement intéressante, et en fait la proposition est tellement nouvelle que du coup indirectement on oublie ce côté-là, et puis il y a ce rapport un peu du prendre des risques. Après, moi aussi je pourrais citer quelques points noirs du film. Moi je sais que par exemple tout le monde a kiffé la soundtrack. C'est peut-être le truc qui fait que le film, il y a des moments où c'est un peu cliché quand même. Je me sentais un peu en 2004. J'avais l'impression d'écouter l'album Linkin Park Jay-Z, quoi. Le moment de la scène que tout le monde a kiffé, où il fait son saut incroyable, Miles, la musique, je sais que tout le monde a kiffé. Moi, j'ai l'impression d'entendre Numb encore. Faut arrêter avec le rap rock emo, quoi. Ça, pour le coup, c'est très décision frat bro nerdy qui ça, les gens ils vont kiffer, c'est trop bien. Moi non, j'ai pas, là pour le coup j'ai fait c'est dommage, il aurait pu faire un truc de ouf, quoi. Mais bref,
Ça, c'est mon. Je suis nitpicky, Oui. tu vois. Moi aussi, je suis nitpicky. J'ai mes choses à dire. Non, t'inquiète. Mais je me dis que là, on a beaucoup parlé du premier Ouais, mais on a un peu parlé Spider-Verse. du nouveau. Donc du coup, Mais si on fait une émission dessus, ouais, ça va être compliqué. Non, voilà, pour dire Across the Spider-Verse, du coup, toi qui n'y a pas assisté, il y avait des bonnes choses, des bonnes propositions. Si t'as surtout kiffé la forme plus que le fond, t'aurais kiffé. Le fond, je pense que néanmoins, on n'avait pas assez de détails parce qu'ils ont été quand même très dans le mystère. Voilà, et puis bon, il y a aussi un troisième film derrière qui est déjà annoncé aussi. C'est parce qu'à mon avis, il va y avoir un gros plot twist ou un truc comme ça, ou alors que ça va très mal se finir, ou alors que ça va se finir d'une manière et voilà, il faudra attendre. Donc ouais, on verra bien. Sachant que c'est un film d'ailleurs qui a changé de nom 2-3 fois quand même, comme les Mitchell en fait. Au début, ça devait être Spider-Verse 2, après ça a été Across the Spider-Verse partie 1. Après, ils se sont dit, bon, bah quand même, non, partie 1, ça veut dire que ça va faire comme Harry Potter, quoi. Bon, voilà. On va pas besoin de plus épiloguer là-dessus, mais voilà. Eh bien, n'épiloguons pas trop. Et je vais vous proposer encore une autre expérience de cinéma. Et là, je suis sérieux quand je dis ça. Avec le film Second de André Santos Martins. Je parle d'expérience de cinéma parce que c'est un film qui était dans un programme de cours étudiants. Mais je pense que c'est le film que les gens retiendront de ce programme étudiant parce qu'il a déchaîné les passions. Je crois que c'est la séance d'Annecy la plus animée que j'ai jamais eue. Et je sais que je connais des personnes qui ont assisté à d'autres séances d'autres jours. Il y a eu des réactions extrêmement similaires. Donc c'est vraiment un film qui suscite des réactions. Et c'est ça qui m'a plu avec ce film-là. Pourquoi il suscite des réactions? Je dirais d'abord parce que c'est un film qui est assez snob. Parce que le premier plan, c'est un personnage qui est dans une chambre modélisée, qui est en fait une chambre qui est la ville dans laquelle il habite. Ouais. Et il se retrouve à errer dans la ville, une ville qui est en 3D, pas totalement finie et compagnie. Et on révèle que le film est un film de confinement. Donc déjà, on rentre dans les poncifs de films de festivals, de livres qui ont été écrits ces dernières années. Et on rentre vraiment les pieds dedans, puisque ensuite on enchaîne sur le monde de Second Life qui va s'opposer à la réalité, donc au monde concret qu'on verra jamais, pour montrer plus profondément ce que peut être un monde virtuel. Et ce que le film propose aussi, c'est une narration qui est très perverse, c'est-à-dire que c'est une narration qui va se jouer totalement par la parole, c'est-à-dire que l'image qui va être montrée va se lier à une parole, mais va pas forcément avoir une correspondance totale à ce qui va être montré, et donc du coup il faut la faire soi-même. Donc du coup c'est un film qui est assez épuisant. Ça c'est un peu un truc ennuyeux avec Annecy, c'est que tous les films n'ont pas de sous-titres en français, et donc du coup c'est un exercice qui peut être un peu épuisant à suivre quand on connaît pas bien la langue. Donc c'est un film qui demande pas mal de concentration, qui est aussi un film qui va plutôt parler de sentiments et qui va parler de choses qui sont assez dures et qui va parler aussi de choses qui sont grotesques. Donc du coup, je pense à une scène qui a fait rire les gens, c'est deux personnages qui baisent et le noir a une sorte de bite gigantesque qu'on entreaperçoit dans les textures des personnages et qui est observé par le personnage principal. Son avatar est un personnage de Digimon et donc du coup tu as un Digimon qui regarde un noir avec un sexe gigantesque être avec un personnage blanc et donc du coup la scène elle est grotesque et elle fait rire et donc du coup on se dit mais c'est quoi ce film qui enchaîne les scènes totalement bizarres et moches. Le gars il avait pas conscience de ce qu'il filmait et ce que je trouve intéressant c'est que le film il a exactement conscience de ce dont il filme mais en fait il regarde ça avec un œil mi-amusé, interrogatif, c'est-à-dire que pendant le film, il questionne cette image ultra fétichisée. Il questionne en fait le monde de Second Life qui n'est fait que de fétiches, même si ces fétiches, ils aiment bien parfois, c'est-à-dire que la République de Weimar, qui va être en roleplay sur Second Life, puisque c'est une époque avant le régime nazi, où justement il va y avoir une libération intellectuelle et sexuelle, qui est quelque chose qui l'intéresse particulièrement. Et donc du coup, à travers le jeu, il va revivre des fétiches d'une époque qu'il n'a pas vécue, mais en même temps, il va questionner les fétiches qu'il voit, qui sont des personnages avec des sexes gigantesques ou avec des énormes seins qui peuplent Second Life. Et dans Second Life, c'est quelque chose qui existe réellement, donc il y a quelque chose de documentaire dedans, une interrogation qui se crée par rapport au réalisateur, et c'est cette dimension-là qui m'a vraiment touché parce que c'est un film qui est à 100% sincère, mais qui a aussi ce côté un peu sadique que je détaillerai peut-être un petit peu ensuite. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Du coup, tu compares beaucoup à Second Life parce que ça fait très Second Life ou c'est littéralement... Il est littéralement dans Second Life. C'est incroyable quand même parce que Second Life, il y avait le vidéaste Sivkin, d'ailleurs gros big up à lui, qui avait fait une vidéo là-dessus, en fait, il racontait un peu l'histoire justement de
du où, comment ça, etc. Et que c'était un peu les prémices de ce que les jeunes d'aujourd'hui appellent le métaverse. Et que, en fait, finalement, il y a ce côté au-delà du réel, qu'il y a un côté un peu retrouver autre chose, retrouver une autre vibe, un autre univers, tout ça. Et moi, je pensais pas que, en parlant de retrouver un autre univers, on pourrait aussi retrouver un autre temps, entre guillemets. C'est ça qui me turlupine un peu. Après, bon. Non, mais en fait, ce qui est assez fou, c'est que cette idée d'un échappatoire au monde réel, il n'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que, par exemple, il va parler d'une personne, elle a monétisé quelque chose comme une sorte d'influenceuse sur Second Life. Et donc, du coup, il y a quand même une économie qui se crée dans le jeu, comme une économie qui existe dans le monde réel. Et c'est quelque chose qui est assez présent, la dimension économique dans des univers qui sont liés à du multijoueur. Je pense par exemple à un des premiers jeux en multijoueur qui existait, qui a été fait dans les années 80-90, je sais plus quand il a été fait. Je crois qu'il s'est exporté en Asie, pas chez les nazis, ça c'est enfin, un peu j'espère. compliqué, mais Ce serait pas ouf. Et en gros, c'est un jeu qui a été investi par la pègre locale parce qu'il y avait la possibilité de faire coucher d'autres personnages. Donc du coup, il y avait la prostitution qui était inclue dans ce jeu-là. Et donc, du coup, les choses qui existent dans la vraie vie et qui sont abjectes dans la vraie vie, eh ben, elles le sont aussi dans cette espèce d'univers qui est censé être une échappatoire totale. Et c'est ça qui m'a intéressé dans le film, cette idée que le réel, en fait, on n'y échappe jamais réellement. Ça, en fait, ça me fait beaucoup penser aux deux films que Mamoru Hosoda il a fait entre du coup Summer Wars et du coup récemment, il y a un an, Belle, qui sont tous les deux des films qui se passent du coup avec une personne, un protagoniste, une protagoniste qui vont aller dans un univers virtuel qui indirectement s'inspire quand même beaucoup du monde réel, qui va avoir ses incidences, ses conséquences sur le monde réel parce que y a des gens aussi du monde réel qui va prendre partie de ça et qui d'ailleurs va du coup influer, mais aussi dans l'autre sens peut aussi avoir finalement des conséquences. Donc il y a ce truc là un peu aussi, et c'est surtout en fait c'est quand tu m'as parlé de Digimon, j'y ai pensé parce que forcément Osoda qui a bossé sur Digimon, j'y ai direct pensé quoi. Effectivement, moi ça m'a fait penser à d'autres films, et là aussi ça va être des références aussi snob que le film dont je parle. C'est un cinéaste qui s'appelle Harun Farokhi qui fait des films exactement comme ça et qui a notamment fait des films sur des jeux vidéo qui sont passionnants. Et c'est des films qui ont été faits en 2010 ou en 2008. Donc du coup, c'est des films qui ont quand même assez vieilli, mais qui sont intéressants parce qu'il va montrer que à rechercher le réalisme, en fait, on en perd toute patte humaine, toute identité personnelle des artistes, et ça peut être un frein. Et effectivement, je pense que dans les années qui ont suivi, on a vu dans les jeux AAA quelque chose qui va s'approcher plus d'une stylisation ou d'une patte moins réaliste. Ça me fait penser aussi à des films de Poggi et Vinel, qui sont un duo de cinéastes qui travaillent pas mal sur les jeux vidéo et que j'aime pas trop. Tu balances à chaque fois, tu dis ça t'aime pas, ça c'est nul ça. Non, j'aime pas trop moi. Et ça me fait penser aussi à toute une esthétique un peu camp, c'est-à-dire que les choses vont être un peu ridicules, mais volontairement. Donc c'est un film qui m'a intéressé. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a, à chaque fois qu'une séquence finit, il y a un carton noir, et à chaque fois, les gens réagissaient violemment dans la salle, et ils étaient en mode totalement abattus quand le film continuait, et c'est arrivé au moins 4-5 fois. C'était vraiment extrêmement drôle à voir. En tout cas, du coup, c'est un court-métrage étudiant, ça que t'as dit, c'est ça, un court-métrage étudiant, c'est un bold statement, quoi. C'est ballsy, genre, c'est osé, c'est cool. Ah bah, je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui font des choses un peu osées et puis ensuite qui font des courts-métrages un peu plus standards ou qui s'intègrent à une esthétique commune. Ça se voit pas mal au Japon avec des réalisateurs qui sortent d'université, de la Gedai par exemple, et qui s'intègrent dans des productions beaucoup plus classiques, genre L'Enfant et le Maudit, The Girl from the Other Side, qui avait été présenté à Annecy. C'est totalement ça, c'est au moins un réalisateur qui sort de la Gedai et qui s'intègre dans l'industrie pour y développer aussi quand même ses lubies graphiques. Je te propose qu'on passe à Unicorn Warriors Eternals. Qui, contrairement à Unicorn Wars, parce que oui, il y avait deux choses au programme cette année qui commençaient par Unicorn. T'y étais ou pas ? Non, j'y étais pas. T'y étais pas ? C'était incroyable. Le truc est annoncé comme un work in progress. Donc là, on a le modérateur qui dit « Ok, alors par contre, faut pas filmer tout ça. » La base, sur tout Annecy, c'est ce qu'on nous a dit. Ce qui est un peu compliqué des fois quand on travaille un peu dans la vidéo ou la photo. Et ben justement, on a Gandhi qui débarque sur scène et qui fait « Salut les gars, bon en fait,
vous savez quoi, j'ai mon ordi là. Donc là, il a son ordi sous le bras, hein, son joli MacBook. Et il fait j'ai un truc pour vous. Vous allez avoir le privilège de regarder le premier épisode de la série dès maintenant, terminé, et on en parle après. Il lance l'épisode. Et là, il oublie de bouger le curseur sur l'écran. Il revient, il fait excusez-moi. Il décale le curseur et il fait ok, là c'est bon. Et du coup, on a regardé le premier épisode de Unicorns War Eternal. Donc, Genndy Tartakovsky, légende de la série d'animation télévisée. Est-ce que toi, Genndy, c'est quelqu'un qui te parle beaucoup en termes de ses créations, tout ça? Alors, je connais Genndy Tartakovsky grâce au Laboratoire de Ouais. Dexter, que je regardais effectivement quand j'étais enfant, et une série pour laquelle j'ai pas mal d'affection. Et là, on va réentendre la sirène. J'ai un problème avec Genndy Tartakovsky. C'est-à-dire que je trouve que ses créations sont souvent de qualité sur certains points, mais je trouve que ses histoires, elles sont pas folles. Eh ben, c'est intéressant. C'est grave intéressant ce que tu veux dire. Non, mais justement, en fait, Primal, j'ai vu la moitié de la série parce que c'était la première saison quand ça a été présenté. Et j'ai été vraiment gêné par le côté. En fait, l'histoire, c'est vraiment un monomythe. Le monomythe, oui, j'ai pas expliqué ce que c'était. En gros, le monomythe, c'est vraiment une manière, je dirais pas basique, mais archétypale de raconter les histoires. Du coup, ça m'intéresse pas énormément. Mais j'avoue que en termes de graphisme, ça m'a quand même bien plu. Tu voulais réagir sur. En fait, c'est sur ça intéressant parce que du coup, Primal, pour la petite anecdote, faut rappeler, c'était une série que justement, il avait présenté pour la première fois à Annecy en 2019, là où j'étais pour la première fois. Pareil, il avait fait le même coup en fait. Work in progress, et en fait, moi les gars, j'ai un épisode sous la main. Donc, il est vraiment fort ce gars. Hein. Vraiment, il est trop trop fort. Du coup, il débarque encore une fois avec son truc là, tout ça. Et Primal, quand on l'a vu, on n'avait pas du tout d'infos. Comme je vais dire Unicorn hein, pour la faire courte, hein, parce que c'est un peu long quoi. Primal, voilà, nous on s'attendait pas justement qu'il n'y ait pas de dialogue et avec qu'il y ait ces narrations, tout ça. Et là, c'est l'opposé. Unicorns War Eternal, il y a ce côté où il y a des dialogues, il y a des personnages qui se parlent, il y a des tensions. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans la salle après avoir vu le truc, qu'on comparait ça à Symbionic Titan. Moi, j'ai pas vu pour le coup. C'est le seul truc qu'il a fait que je n'ai pas vu. Et la saison 2 de Primal, parce que j'ai un peu la flemme aussi. C'est un mélange entre Symbionic Titan et ça, pour le coup, ça fait plaisir. Samurai Jack, en fait. Il y a ce côté combat vraiment bien découpé. Enfin, c'est là-dessus où il gère le mieux, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui arrive à vraiment mettre en scène, mettre en abîme les faiblesses, les forces d'un protagoniste, d'un antagoniste, de personnes qui sont autour et tout ça. Du coup, on a enfin un scénario. Il y a un truc un peu bizarre avec des moments un peu silencieux, parce qu'on a un personnage du coup qui ne parle pas, qui est le sorte de robot qu'on voit sur les visuels. Et en même temps, du coup, il mélange plein d'influences en termes de personnages et d'endroits. Déjà, ça se passe un peu dans un délire un peu steampunk. Je suis pas vraiment fan du steampunk. En dehors de Final Fantasy VII, c'est pas mon truc, quoi. Il mélange steampunk. Il y a une des personnages qui est grandement inspirée par le vieux cartoon, le Fleischer. Il y a beaucoup de gens qui ont dit mais c'est Betty Boop en fait. J'ai oublié le blaze du designer qui disait ouais bon faut pas le dire mais ouais. Et aussi Unicorn, il l'a dit pendant la séance, il a fait en fait ça c'est un truc, ça fait 19 ans que je travaille dessus et à chaque fois je l'ai proposé, j'ai été recalé. Il y a ce côté où on sent que voilà, il a fait Hotel Transylvanie, il a fait Primal, il a bossé pour son truc Popeye qui a été annulé, même en termes de storyboard, tout ça. Point trivia, faut pas l'oublier, mais il avait même fait du storyboard sur Iron Man 2, le film du MCU, hein, le fameux. Je crois pas que tout a été retenu, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scènes qui sont suranimées en fait, enfin qui sont mises en scène, parce qu'il a fait le storyboard sur beaucoup de plans un peu abusés. Je crois que c'est la scène où il y a le protagoniste qui s'équipe en plein milieu du truc de la F1 et qu'en fait il y a plein de plans sur la soute qu'il est en train de mettre. Bon, le film est un peu osef, mais du coup moi quand j'ai appris cette chose-là, je me suis rappelé de la scène et je me suis dit ah oui c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de plans et de détails sur le côté comique de son costume qui se déplie, donc en fait ouais ça a du sens, c'est clairement du Tartakovsky, et donc il y a toujours ce côté là, et c'est surtout c'est animé en France, c'est la cachette encore qui remet une couche comme Primal, et c'est animé de A à Z en France, c'est-à-dire qu'ils expliquaient qu'ils ont gardé le même workflow que sur Primal, c'est-à-dire phase 1 c'était Genndy qui essayait de border une scène, la cachette reprenait ainsi de suite, et aller-retour. Il n'y a pas eu de passage par des studios d'animation coréens qui sont souvent en fait très communs dans la production de séries de télévision animées.
parce que c'est moins cher forcément, c'est un peu tristounet mais c'est vrai. Bah moi ça m'a fait plaisir de voir ça parce que du coup bah il y a ce côté justement très français qui finalement en fait matche bien avec le côté un peu steampunk en fait, le côté vieux mais un peu renouveau etc, ce côté un peu rustique, ce côté crayonné, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est pas tout lisse. Et ça m'a fait du bien de voir ça parce que pour un truc qui s'inspire des productions Fleischer, pour prendre en comparaison donc quelque chose qui avait été présenté à Annecy en 2020. Et là, du coup, je vais faire ma mauvaise langue. Haha, parce que ce soir, moi aussi, je vais faire ma mauvaise langue. L'adaptation Cuphead, qui est du coup adaptée du jeu vidéo, qui est très inspiré de ce qui est Fleischer, etc., ne tire pas du tout parti de ce dont ça s'inspire. Et du coup, on a une série Netflix qui fait très standardisée, très simple. Et j'étais un peu deg quand j'avais vu les studios qui avaient bossé dessus. Parce que moi j'avais clairement entendu des gens qui disaient ouais mais ça doit coûter cher d'animer comme ça. Bah là pour le coup on a un 10 épisodes qui tient la route et qui va être super intéressant à voir. Donc ça va sortir sur HBO Max, c'est un peu couillon de nous présenter ça alors que nous on l'a toujours pas en France. Mais néanmoins intéressant, des personnages qui partent en quête de sauver le monde, qui sont d'un coup saisis par ce robot et ce robot va leur faire acquérir des pouvoirs auxquels ils n'ont rien demandé. Mais c'est les héritiers de ce pouvoir et terminé et voilà. C'est pour ça, ce sont des Warriors Eternal. Pourquoi c'est des unicornes alors? C'est parce qu'en fait, le robot, il a un truc sur sa ceinture ou je sais pas quoi, c'est une licorne qui balance en fait un rayon sur les personnes pour justement leur donner leur pouvoir. Comme si en fait, il y avait un peu... le robot a été touché par la grâce, c'est pas un dieu, mais il peut faire ce qu'il veut, quoi. Mais c'est un robot. Et ça, c'est rigolo. Il va y avoir beaucoup de choses un peu comiques aussi, comme il aime bien faire, qui jouent beaucoup sur le comique du silence, en fait. Et ouais, j'ai hâte de découvrir ça. Je suis un peu plus enthousiaste après avoir vu ça, parce qu'au début, j'étais là, je disais, ouais, bon, Primal, c'était sympa, une saison, mais 2 saisons, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Voilà, sachant que la première saison se terminait, enfin, pas bien, mais dans le sens où ça se terminait sur un truc, et ça avait du sens. Très bien. Je propose qu'on passe à Number 7, Sherry Lane, un film assez étonnant d'un réalisateur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Yon Fan, et qui est un de ces réalisateurs qui a officié dans la prise de vue réelle de manière générale et qui s'est dirigé à l'animation avec ce film. Number 7 Sherry Lane, c'est un film qui est assez particulier dans sa manière d'être animé, c'est-à-dire que c'est un film qui va animer les mouvements des personnages avec pas mal de lenteur, c'est-à-dire que les personnages vont comme flotter ou être comme dans une sorte d'autre monde où ils vont être animés comme des espèces de poupées inexpressives, mais où les mouvements amples vont créer une sorte de sentiment de flottement assez particulier, qui est d'autant plus renforcé par la 3D, puisque c'est un film qui est animé en images de synthèse, et c'est un film qui va raconter la manière dont un personnage qui est là pour s'occuper de l'éducation d'une jeune fille, qui doit avoir son âge ou un peu moins, va se retrouver à être attiré par sa mère pour, spoiler, à la fin se retrouver avec la jeune fille avec qui il était, ce qui émule le parcours d'une femme dont il est fan en tant qu'actrice. Donc c'est un film qui est un peu touchy sur le sujet qui est abordé et qui l'est aussi quand on le regarde honnêtement, c'est-à-dire que Yon Fan, c'est quelqu'un qui a officié dans le cinéma hongkongais et qui montrait des personnages explicitement homosexuels, ce qui est quelque chose qui était assez rare à l'époque, sauf que ça se répercute de manière un peu gênante dans Number 7 Sherry Lane, c'est-à-dire qu'il y a des longs moments où on voit le héros se doucher en s'essuyant langoureusement le torse avec vraiment un panoramique qui est fait sur le torse qui est en train d'être savonné. Et tout le côté sexuel est toujours extrêmement fucké dans ce film-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où la femme fantasme des séquences sexuelles qui vont vraiment dans une sorte de délire, dans un n'importe quoi, qui est assez, moi je trouve ça assez amusant, mais qui a fait rire un petit peu la salle, c'est-à-dire qu'il y a un chat qui commence à lécher un téton à un moment où tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est vraiment particulier, mais c'est un film que j'ai adoré, et donc du coup c'est mon favori problématique. Non mais c'est un niveau quand même, genre c'est vraiment c'est de l'audace quoi. Non mais le gars il est horny on main. C'est un peu ça, mais d'un autre côté, de ce que j'entends sur l'histoire de la mise en scène, et puis il y a ce côté de poursuivre quelque chose, et en fait, plot twist, et nanana, ça fait aussi Satoshi Kon un peu aussi. Hein. C'est pas tout à fait faux, oui. C'est-à-dire qu'avec les rapports qui se créent entre la réalité et les films qui sont montrés, qui sont vus par les personnages, il va y avoir vraiment des jeux de miroir comme dans, par exemple, Millennium Actress de Satoshi Kon. Il va y avoir aussi une ambiance un peu hors du temps, justement, qui se crée. Mais là, c'est totalement différent de Satoshi Kon, que j'associe plutôt à un cinéaste du rythme, plutôt par une langueur. Et c'est-à-dire que chaque scène va être extrêmement longue, les dialogues vont se faire un peu au ralenti. On est comme envoûté, un peu comme si on avait pris
un narguilé, et donc du coup on est vraiment comme mou par rapport aux images qu'on nous montre, et c'est une mollesse qui est très agréable. C'est vraiment un film où je trouve qu'on s'y sent bien la majorité du temps. On est un peu gêné quelques moments dans le film, mais que c'est un film qui est simplement agréable à habiter, et je crois que c'est quelque chose qui se joue vraiment par rapport à l'animation. Et je trouve que ce qui est aussi assez plaisant, c'est que c'est un film qui va pas hésiter à faire des gags qui vont au-delà justement de cette sexualisation embarrassante, où va y avoir des chats qui vont agir comme des chats de dessin animé, mais qui sont vraiment dans le monde réel, et des mécaniques qui ressemblent vraiment à des gags qu'on pourrait voir dans des animés par exemple, ou même dans la caractérisation des personnages qui sont, je dirais, au gros trait, mais qui va se lier quand même à des thématiques qui sont sérieuses, c'est-à-dire qu'on va montrer des étudiants par exemple qui vont se révolter pour justement instaurer le communisme à Hong Kong. Bon, ça s'est fait maintenant, mais je dirais de manière un peu plus autoritaire. Je trouve que c'est un film assez dense qui vaut plutôt pour son expérience sensorielle, pour le dire vraiment grossièrement parce que j'aime pas trop ce mot, mais qui est vraiment difficile à recommander pour ses séquences sexuelles qui vont loin, je dirais. De tout ce que j'entends, etc. Après aussi, moi, ce qui m'avait un peu refroidi d'aller voir le film, c'est de voir qu'il faisait quand même 2h10, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est très souvent fait dans l'animation. Quand on se rapproche plus sur de l'animation plus d'Asie directement, c'est vrai qu'on est plus souvent dans le cadre du film, on peut faire des films un peu plus longuets, mais moi j'avais vu 2h10, je crois, le film. Ouais, c'est ça. En plus, c'est une Ouais, director's c'est ce que cut. j'avais entendu aussi. Alors ça, c'était pas écrit sur le programme de Annecy, mais en fait, apparemment, du coup, le film, c'était la director's cut qui était tout à fait inédite. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait des plans un peu plus tétonnés ou carrément plans douche. Alors, j'ai regardé un peu les critiques parce que je me disais, ah ouais, j'ai vraiment bien aimé le film, je vais voir ce qu'en pensent les autres. Et ils référencent tous les scènes sexuelles les plus explicites, donc du coup, je me dis qu'elles étaient déjà présentes dans les copies précédentes, donc je sais pas trop ce qu'il a pu rajouter. Dans tous les cas, c'est un film que je conseille avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, je te propose qu'on passe au secret de ton père, ou plutôt au secret de mon père, au père de Vera Belmont. Je ne sais pas ce dont parle ce film-là. Ouais, en fait, Vera Belmont, c'est une réalisatrice qui fait surtout du film avec de la prise de vue réelle, et là qui a récemment réalisé, et ça c'est intéressant de voir ça, en fait un film d'animation qui est en fait une adaptation d'une bande dessinée de Michel Kichka, qui est la bande dessinée deuxième génération, ce que je n'ai pas dit à mon père. Une bande dessinée en fait qui parle un peu d'une famille auquel le papa a vécu la Shoah, donc le synopsis, les visuels n'en parlent pas du tout, donc on est vraiment dans les secrets de mon père, genre c'est vraiment secret. Et je me rappelle au début de la séance, il y avait justement quelques personnes qui représentaient le film de l'équipe et qui disaient alors voilà, ce film il parle surtout du partage et de la transmission et du fait que on a une histoire familiale, il faut en parler. Et il y a juste ça, on n'a pas plus de détails. Et là, premier carton titre, ce film est fait en partenariat avec l'association Victimes de la Shoah, etc. Et là, je me dis, ok, d'accord, ça va être un film où il va y avoir un sujet un peu plus costaud à évoquer, et en plus, c'est pas un sujet évident. En plus, en film d'animation, en tout cas sur les productions françaises, on veut pas trop parler de sujets comme ça, on veut plus parler de sujets qui sont faciles à vendre à des enfants. Il y a quand même beaucoup de films historiques qui sont produits en animation. En fait, en gros, c'est pas tant ça raconte de l'histoire en tant que tel, c'est plus un après. Donc, on a Michel, c'est littéralement le gars qui a écrit la BD, qui parle en son propre nom, qui parle en fait de son père qui a été victime du coup de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père ne lui a jamais osé parler de tout ça parce que forcément, on vit non seulement un deuil, mais aussi on est dans un traumatisme énorme. Et il n'ose pas en parler en fait à ses enfants. Et le jour où en fait il y a la vérité, on va dire, est balancée, éclate, et que les personnes qui ont été responsables de ce massacre sont donc reconnues comme coupables et sont du coup enfin emprisonnés, voire tués ou quoi que ce soit, on va dire les victimes qui sont encore en vie s'expriment et se disent à cœur joie, moi j'ai vécu ça, et je veux faire passer l'histoire. Sauf que du coup, ce que fait le papa dans l'histoire, c'est qu'il ne se rapproche pas de ses enfants, il ne leur raconte qu'un, parce qu'il a toujours été dans ce climat de mes enfants, je peux pas leur en parler, ils sont trop jeunes, etc. Mais je peux en parler à n'importe qui autre. Et alors qu'à un moment, les enfants, ils sont suffisamment matures et mûrs en fait pour comprendre ça. Et il y a tout ce côté, une passation qui
qui veut pas se faire, en fait, il y a une transmission qui va pas se faire, et que forcément après il y a des complications, etc. Je vais pas spoiler le film. Indirectement, il y a un conflit familial qui se crée, et ça nous plonge très rapidement en fait dans le film, et il en devient vraiment vraiment touchant, et j'étais vraiment surpris de la qualité en fait du film visuellement parlant, quoi. Ok, c'est pas de l'animation avec des bêtes de shots ou des trucs incroyables, super bien animés, nanana, mais c'était tout lisse sans pour autant ressembler à une pub de la Maïf, quoi. C'est intéressant parce que du coup, ça va sensibiliser beaucoup les personnes qui vont le voir. Et donc, bien sûr, ça va sensibiliser sur ce qui s'est passé dans l'histoire, mais ça va surtout sensibiliser sur le côté au fait, si vous avez des secrets de famille, il faut en parler, quoi. Et il y a ce truc-là, et ce qui est marrant, c'est que dans les films là auxquels on va parler sur le festival, il y a un autre film qui partage cette même valeur-là et qui, spoiler alert sur le podcast, attention, réussit moins cette tâche. Là, pour le coup, ce film-là, même s'il est très classique sur la forme, le fond s'en sort beaucoup mieux. J'en attends pas beaucoup de la France sur de l'animation peut-être moins typée entre gros guillemets adulte, parce que même l'animation typée adulte en France, ça commence un peu à tourner en rond aussi. Je suis désolé, mais pour le coup, l'animation historique, c'est quand même vraiment un créneau pour adultes en termes d'animation. C'est sûr, mais là, pour le coup, j'avais pas l'impression de voir un truc vraiment adulte, quoi, parce que vu que finalement on a le point de vue d'enfant et que c'est des enfants qui parlent comme des enfants, en fait. C'est pas des enfants qui parlent comme des adultes. Ça se comprend, en fait. Ouais. Donc le regard de l'enfance, en fait, apporte une fraîcheur, quoi. C'est ça. Sujet. Ça en fait pas un film si lourd, voilà. Je te propose du coup qu'on passe à la suite avec Quantum Cowboys, les cowboys quantiques de Geoff Marsley. Geoff Marsley, il était là pendant la projection du film et il a précisé qu'il venait d'un cursus de mathématiques et ça m'étonne pas trop en fait que ce soit un réalisateur qui... C'est dans le titre. Quantum Cowboys. Dans tous les cas, il revient d'un cursus scientifique. Geoff Marsley, c'est un réalisateur qui vient de la production indépendante américaine, notamment lié à ce qu'on appelle le mumblecore, qui est un mouvement qui est avec des acteurs qui sont souvent filmés avec une caméra bas budget et qui ont tendance justement à avoir un jeu naturaliste, donc du coup qui vont pas forcément tout articuler, vous voyez. Et je trouve que la patte indé de Quantum Cowboys, si on connaît bien le cinéma indé américain, elle se voit direct. C'est-à-dire que même dans les techniques d'animation, on pense forcément au film de Richard Linklater, le réalisateur de A Scanner Darkly et de Waking Life, et qui a fait un film récemment sur Netflix, Apollo quelque chose. Et Quantum Cowboys, ça va être un film qui va narrer l'histoire d'un trio de personnages qui, et là on le comprend en fait en allant assez loin dans le film, va essayer d'empêcher un événement fatidique à la fin d'une séquence qui va se rejouer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen d'empêcher ça. Est-ce qu'ils l'empêcheront un jour Peut-être, peut-être pas. Il faut avoir vu le film pour le comprendre. C'est un film qui est assez plaisant pour mes sensibilités, mais qui est aussi difficile à regarder parce que c'est un film où on ne sait pas vraiment où on va pendant une large partie du temps, c'est-à-dire qu'on voit des personnages arriver, se rencontrer et compagnie, mais dans un univers qui est assez théorique et hermétique, qui va se lier aussi à des discours qui vont être portés par une sorte de monsieur loyal philosophe qui va théoriser sur ce que vont faire les personnages, par exemple. Okay. Et il va y avoir à la fois une certaine conscience de où sont les personnages dans le récit, c'est-à-dire que parfois même on a l'impression que les personnages ont conscience d'être dans un temps dans lequel ils sont pas, puisqu'ils sont dans un temps qui est un temps reculé des cowboys du coup, mais ils vont par exemple se dire je veux peut-être pouvoir jouer une chanson des Beatles ou d'un autre groupe, je ne sais plus lequel, et avoir un succès immense grâce à ça. Bon, ce genre de considération là qui se joue dans les récits de voyage dans le temps. Et ça va être un film qui va être justement plaisant par rapport à cette idée du voyage dans le temps, de la possibilité d'empêcher un événement ou non, et qui va se jouer aussi par rapport à une sorte de patine indépendante qui va être mise en avant, notamment avec des brisages du quatrième mur, avec une technique qui va changer du tout au tout, c'est-à-dire qu'on va passer de l'animation à la prise de vue réelle à de nombreux moments pendant le film. Ça va être des moments qui vont d'ailleurs être pas du tout fluides, mais qui vont être justement expliqués par cette idée d'un temps qui est pas tout à fait juste, et qui me rappelle un autre film qui a été fait par quelqu'un, je ne sais pas s'il vient d'un cursus scientifique, mais qui s'appelle Shane Carruth, il me semble, le réalisateur de Primer, qui est aussi un film qui joue sur les différents temps, qui perd son spectateur et compagnie. Bon, Quantum Cowboys est un film un peu plus narratif, un peu plus facile à suivre, mais qui a ce côté intellectuel tout en étant aussi assez ludique. Donc du coup, c'est un film que je trouve intéressant pour ça, à la fois parce qu'il y a un côté un peu plaisir de cogiter, et à la fois le plaisir de la parole, le plaisir du jeu, le plaisir de l'image, qui fait que c'est un film assez amusant à voir, même si pas forcément immédiatement appréciable. Moi, honnêtement, je me demandais vraiment
Comment en fait Quantum Cowboys, qu'est-ce qui fait que le film porte bien son titre? Bah, je vais te le résumer en 3 mots. Chat de Schrödinger. Ok. Tout simplement, en fait, ça joue sur ce principe-là du chat qui est mort ou pas, en fait. Et donc, du coup, on va voir des temporalités où, justement, on va essayer de maintenir le carton, justement, ne jamais réellement voir si le chat est mort ou pas. En disant ça, j'en révèle beaucoup, mais c'est à ce niveau-là, en fait, que ça se joue. Et en termes de la narration, est-ce que ça se perd ou pas? C'est assez particulier parce que c'est à la fois une narration qui est assez linéaire, Ouais. donc c'est compréhensible, on comprend les personnages qu'on rencontre, etc. Mais les personnages sont pas extrêmement bien définis, donc du coup, on s'y attache, mais plus parce que c'est des personnages qu'on suit que par rapport à ce qu'ils sont. Donc du coup, c'est plus un film qui va être intéressant par rapport à ce qu'il va le proposer en termes ludiques, plus que par rapport à l'attachement qui va se créer avec des personnalités et des caractères. Donc c'est un film qui est facile à suivre, mais qui n'est pas forcément facile à apprécier, j'ai l'impression. J'étais juste en train de me dire, parce que vraiment le mélange un peu de mettre du cow-boy et des valeurs scientifiques, mathématiques, tout ça ensemble, alors que souvent bah, on voit un peu le délire cow-boy très rentre dedans, pas de calcul, rien. Même le titre en lui-même du film, je l'ai pas vu, hein, je t'avoue, j'ai séché. C'est ce côté très... C'est atypique, quoi. Ça me fait sourire, en fait, le titre du film, un peu. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est un peu un film de nerd, mais pas le même type de nerd que ceux qui font Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est plutôt des nerds qui lisent beaucoup et qui aiment bien le cinéma. Bah, la vraie définition du nerd, en fait. Ouais, c'est ça. Mais qui sont aussi un peu hype. Donc c'est une sorte de nerd hype, Ouais. ce qui peut être assez agaçant, mais qui peut être aussi amusant. Bon. Nayola, du coup. Et vu que tu m'as teasé ton avis par rapport au secret de ton père, j'ai hâte de voir ce que tu vas en dire. Alors, c'est toujours pas les secrets de mon père, hein, d'ailleurs, en face de ton père. C'est les secrets de mon père. Mais j'ai compris Oui, oui, oui. Mais je le pensais que running ton gag, père avait un truc à cacher. Bah, du coup, non, je sais pas, parce qu'il doit me le cacher. Nayola, du coup, c'est un film qui parle de la guerre en Angola. C'est une production, du coup, angolo-portugaise, si je dis pas de bêtises. De toute façon, en Angolie, ils parlent portugais parce que ça a été colonisé par les Portugais. Et justement, on a le droit à un film qui parle d'un propos, en fait, entre la guerre et maintenant. Parce qu'en fait, on a 2 histoires en une. Et ça nous raconte, du coup, l'histoire de Nayola. Alors, je sais plus si c'est le nom de la maman ou le nom de la fille sont les 2 protagonistes, du coup. Je vais dire la maman ou la fille, ça ira plus simple. Qui sont, en fait, vont nous raconter, donc, dans le cadre d'une animation mélangeant 2D et 3D. Il y a des scènes en 2D, des scènes en 3D. Tout ce qui est lié à l'atteinte à la liberté. Et être de passage, mais quand même devoir être là pour tenir ses valeurs et surtout transmettre ses valeurs et raconter une histoire. Et avoir justement ce côté de la famille aussi qui revient. C'est un film en gros qui raconte l'histoire d'une fille aujourd'hui qui fait du rap, chose qui est quand même déjà, qui moi m'attire hein, sur le papier. Je dis ah ouais, elle fait du rap et tout, donc ça peut être très intéressant. En fait, elle fait du rap pour militer. Sa musique, elle imite Bani, elle est traquée par les forces militaires qui sont dans l'entourage, les forces policières et militaires en plus. C'est ça qui est chaud. Du coup, elle se faufile pour donner des mixtapes, etc. à droite à gauche, où il y a des textes où elle balance des vérités. Et en plus de ça, donc, en dehors d'avoir la quête de se faire reconnaître en tant qu'artiste, en fait, elle est à la recherche de ses parents. Mais surtout sa maman, en fait. Sa maman, pareil, était artiste. Du moins, elle a failli faire de la chanson, mais en fait, elle faisait surtout de la poésie. Ce qui est marrant, parce que finalement, le rap, c'est de la poésie. Et on se dit, ouais, ça va être cool et tout, s'il y a ça, nanana. Et en fait, on se perd beaucoup. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 2 histoires. C'est-à-dire qu'on switch entre 2 époques. Le présent et la guerre. Ça me rappelle pas mal le film Joseph qui était sorti, qui était aussi sur ce principe-là. Je l'ai pas vu, mais je sais que c'était Eurozoom qui le distribuait en 2019, justement, au Annecy où j'étais. Ils arrêtaient pas d'en parler, ils disaient que c'était vraiment intéressant de le voir et tout ça, et je regrette de pas l'avoir vu. Bon, après aussi, c'est très commun et ça revient beaucoup, les films... ce que tu disais, ouais, les films historiques dans l'animation, on en a beaucoup. Là où Les Secrets de mon père, c'est pas vraiment historique dans le sens où vraiment on parle de la guerre en elle-même, on parle d'un après et des conséquences, c'est quelque chose qui est moins vu. Là, littéralement, on fait face à la guerre. On voit le truc, l'impact que ça a, et en même temps, du coup, on voit les conséquences. Donc ça suit un peu les Secrets de mon père, mais pas trop Nayola. Et on s'y perd parce que vraiment la narration switch
Et le seul truc qui nous permet de comprendre quand on est dans le passé ou dans le présent, c'est justement les deux animations. Quand on est dans le passé, on est en 2D. C'est une 2D qui, franchement, qui passe de ouf. Genre, c'est vraiment sympa. En plus, du coup, forcément, il y a tout le côté culturel qui est respecté, la manière comment les personnages sont dessinés, les chara-design, les paysages, tous les backgrounds sont... Voilà, c'est étoffé de couleurs, etc. La bande originale aussi accompagne bien le truc. Donc, la DA est vraiment bien. Et quand on arrive sur des moments au présent, la 3D est sympa, mais sans plus. C'est pas non plus une 3D dégueulasse, je dis pas ça. Mais il y a des moments où vraiment on sent que c'est un peu limite. Donc t'as vraiment été déçu par l'animation, quoi. Moi j'étais déçu par les moments 3D, en fait, les moments présents. En fait, les moments présents étaient moins captivants, en fait. L'histoire de la fille était moins captivante parce qu'en fait, au moment où j'ai compris que le fait qu'elle fasse du rap, c'est juste un placeholder ou une case à cocher et qu'ils en reparlent pas du tout pendant le film, ils en parlent juste au début. On la voit faire un petit rap avec ses potes. Il y a les cops qui essayent de l'arrêter, elle se barre et elle rentre chez elle. On voit une affiche comme quoi elle idéalise des leaders politiques et que pareil, elle est un peu dans cette même vocation. Et après, on n'en parle plus. Et ça ne revient plus, c'est-à-dire qu'elle fait que du rap pendant 10 minutes. Et après, le film, après, ça devient un huis clos quand c'est de la 3D. Et sinon, c'est de la 2D le reste du temps, où on voit en fait les aventures de la maman. Et en fait, les aventures de la maman sont beaucoup plus intéressantes, parce qu'on voit plein de trucs. À un moment, il y a du storytelling, et là, on voit des vraies photos, des vrais moments de la guerre à l'époque. Et on voit en fait le chemin que la maman a fait, etc. En fait, la maman qui cherche son mari, elle essaie de le retrouver. Comme en fait, finalement, la fille. Parce qu'en fait, la fille, on découvre qu'elle a mis la main sur le journal de sa mère. Et il y a tout ce truc-là. Le flambeau, il tourne. Mais au lieu d'avoir un flambeau encore tendu par la maman ou le papa, c'est plus le personnage, l'enfant, qui va l'accepter, va le prendre soi-même, ou qui va le prendre d'une autre manière, ou qui va le faire confronter. C'est plus ça le truc que moi j'ai remarqué qui m'a un peu frustré, c'est parce qu'il y avait tellement de choses à raconter, il y a eu tellement trop d'informations en fait qui n'étaient pas nécessaires, bien que le sujet était captivant. Et c'est surtout en fait par rapport à la fille, les choses qui sont du temps maintenant, qui font que du coup on se perd. Là où les secrets de mon père, pour revenir dessus, n'a pas triché sur ça et a juste fait une narration chronologique de A à Z. Pas alors là on va raconter A, B, C, D, D, nanana. Ah donc en fait c'est comme ça que ça s'est passé. Ok, là il faut que j'aille me coucher, nanana. Reflashback et on voit un truc alors que la personne vient de se coucher. Il n'y a pas vraiment de vraie narration qui lie les choses. Et donc le film... Il y a deux timelines. Et je ne vais pas spoil, mais voilà, et après à un moment, il y a des twists ou il y a des choses dans le plot, mais c'était pas nécessaire de raconter comme ça. Voilà, c'est pour moi, c'est deux films en un, et c'est un peu le problème que j'ai eu avec Nayola. Bien que, il y avait des bonnes propositions, et il y a des choses qui n'ont pas été plus creusées, quoi. Le fait que la fille aussi est militante, et qu'elle veut montrer ses idées. À un moment, elle parle d'aller faire un concert, on ne voit jamais le concert. Il y a trop de trucs qui sont, pour moi, frustrants dans ce film. Et pourtant, la DA était bien, et j'ai quand même, j'étais captivé par le film, alors que je sais que plein de gens qui ont été le voir ont été un peu déçus. C'est marrant parce que j'ai l'impression que le film, il a plus plu, parce que j'ai parlé justement à des gens qui l'ont vu et qui étaient plutôt positifs sur ce film-là. C'était vraiment la première voix discordante que j'entends, mais ça m'intéresse aussi parce que j'ai l'impression que le fait qu'on fasse une narration un peu double, c'est pour montrer que ces thématiques sont encore importantes de nos jours, ce qui peut être un peu artificiel parce que en soi il y a quand même une différence entre deux époques. Et aussi j'ai l'impression que c'est un moyen de singulariser son film, de montrer qu'on a une narration qui est pas totalement chronologique. Ça va être capillotracté comme comparaison, mais vu qu'on parle de guerre, etc., et je vais paraître pour un fou à comparer ça, les gens vont me dire t'es un grand malade. Mais une œuvre qui fait extrêmement ça et qui à l'époque avait été beaucoup de trash talk par rapport à ça, et c'est pas un exploit, c'est la saga des jeux Call of Duty. Les jeux Call of Duty en tant que tels, à l'époque où quand on s'intéressait encore aux carrières solo, etc., le problème qui était remonté sur les premiers Modern Warfare, c'était quoi ? C'était ok, alors on a tel point de vue, ok, maintenant on est dans tel point de vue, ok, on a tel point de vue, et à un moment en fait on s'y perd, on ne comprend plus la cohésion en fait. Pourquoi d'un coup on a un flashback ? Pourquoi d'un coup on revient dans le présent ? Pourquoi ceci, cela ? À moins de mettre une date en bas et d'expliquer, au fait, là en fait on est dans le présent, ah là on est dans le passé, on comprend pas. Et c'est ce truc-là, en fait, le film n'arrive pas à faire les bonnes transitions, les bonnes choses. Et pourtant, le film a des bonnes propositions. Je trouve qu'en dehors de ça, le film, il pourrait être beaucoup plus intéressant. Je dis pas que le film, il est mauvais, mais je pense que y avait des choses qui auraient pu peut-être rendre le film, et j'ai pas envie de marquer étape parce que c'est pas un film qu'on veut vendre non plus, mais un film qu'on a plus envie de défendre. Là, moi, j'ai du mal à le défendre, ce film, sur plein de choses, parce que d'un autre côté, il essaie de faire trop de choses, en fait.
Oui, ce que tu veux dire, c'est que c'était un peu le Call of Duty Modern Warfare des films d'animation, quoi. Non, parce qu'à côté, il y a quand même plus de choix et d'enjeux de DA qui sont créatifs. Là où un Modern Warfare, c'est juste la guerre en Occident, quoi. Donc voilà, quoi, c'est... Oui, oui, je me doute, c'était un peu pour blaguer que j'ai dit ça. Je te propose qu'on passe au dernier film. Et là, pour le coup, c'est un film qu'on a vu tous les deux, donc ça fait plaisir. Inuo de Masaaki Yuasa. Masaaki Yuasa, c'est quelqu'un dont on a déjà parlé dans le podcast. On en parle dans l'épisode sur Midnight Gospel pour comparer l'animation de la série à celle de Yuasa. Et Yuasa, personnellement, c'est un auteur que j'aimais beaucoup, mais qui m'a un peu perdu ces derniers temps. C'est-à-dire que ces dernières séries, ces derniers films m'ont pas convaincu. J'avais un sentiment un peu mi-figue mi-raisin avec Yuasa. Et avec Inuo, j'ai retrouvé le Yuasa que j'aime, les Yuasa de Mind Game et de Katsup. Yuasa a d'abord fait des films qui sont un peu plus pour des animateurs, c'est-à-dire que c'est des films qui sont faits par des animateurs avec à chaque fois des trouvailles assez folles en termes d'animation, quelque chose qui va se jouer d'une DA artistique marquée pour proposer des mouvements qu'on voit rarement ailleurs. Et au fur et à mesure des années, il s'est plutôt consacré à des adaptations ou à des projets originaux qui sont liés à des propriétés intellectuelles qui existaient déjà et qui m'ont de fait moins convaincu. Et quand il se lançait dans des projets originaux, je pense justement à Lou et Lilou Sirène, il y a un côté un peu formaté dans ce qu'il propose et formaté à une forme d'animation japonaise un peu classique qui pourrait plaire aux petits comme aux grands, qui justement me plaît un peu moins en termes d'animation et qui justement va proposer une esthétique un peu plus ronde. Et Adobe Flash, puisqu'il va travailler beaucoup avec Adobe Flash, un logiciel pour ordinateur qui propose une manière de lisser les contours notamment, qui a disparu depuis, mais qui a quand même beaucoup influencé l'industrie de l'animation. Et certes, il était marginal à utiliser ça au Japon, mais ça, je trouve, réduisait le charme de ses œuvres. Et Inuo, je trouve que c'est une œuvre qui est extrêmement imparfaite en termes d'histoire, qui va narrer l'histoire, on peut dire, des musiciens. C'est des musiciens qui racontent des histoires anciennes et qui le font d'une manière qui vont rompre les codes. C'est-à-dire que là, on avait une manière de raconter des anciennes légendes classiques qui se faisaient avec une forme très révérencieuse. Là, ces musiciens-là, ils vont raconter une histoire qui a été interdite et qui vont le faire de manière délurée et avec quelque chose qui va être un peu hors du temps, puisque là où c'est un film historique, les musiques qui vont être jouées vont évoquer le rock'n'roll. Les personnages vont faire des mouvements qui n'auraient rien à envier à Mick Jagger. Et il y a même des personnages qui vont faire du breakdance quand le public va écouter les musiques et qu'ils vont être en transe. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est-à-dire que le début de l'histoire est peut-être un peu plus classique et va essayer d'introduire un peu le spectateur à cet univers-là, et ce qui est plutôt positif. Mais ensuite, ça va être une succession de performances, et là, je ne parle pas que de performances musicales. Les personnages agissent et font des performances à chaque fois, et c'est sur l'animation de ces personnages-là que va être mise toute l'emphase, et où les animateurs vont se concentrer pour proposer un spectacle vraiment assez flamboyant. Et c'est peut-être un peu la limite du film, c'est-à-dire que c'est un film qui est censé, on va dire, faire incarner par les personnages qui dansent les fantômes de personnes qui ont existé dans le passé, d'histoires qui ont existé dans le passé. Mais le fait est qu'en se concentrant autant sur l'animation des personnages, on visualise pas trop les histoires qui sont racontées. Oui, oui. Et il faut vraiment faire le lien, soit en écoutant et en étant très attentif, ou soit en comprenant les liens qui sont faits entre le début et les histoires qui sont racontées, parce que sinon on est perdu. Et j'avoue que moi j'ai eu du mal à vraiment comprendre les tenants et les aboutissants des histoires qui étaient racontées en chanson. Mais je pense que l'intérêt du film, c'est vraiment cette idée de l'incarnation physique qui va transmettre une histoire et qui va être réellement le message du film, puisque on va montrer que cette danse-là va être conspuée, on va l'interdire et compagnie. Et c'est par ce plaisir de l'animation que se fait mon plaisir de spectateur, c'est-à-dire que vraiment Yuasa il met le paquet à ce niveau-là, et moi ça m'a fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi honnêtement, le film, j'ai compris déjà que Masaaki Yuasa c'est un sacré troll, parce que vraiment il y a beaucoup de moments où ça prend des virages de 180 degrés. Les deux œuvres que j'ai vues qu'il a fait, non j'en ai vu 3. Devilman, c'est cahier des charges, c'est très limité en fait, on peut pas trop comprendre son univers. J'ai vu Eizouken, j'ai kiffé Eizouken, j'ai kiffé en fait le côté, c'est des gosses en fait, ils voient l'animation comme un truc de ouf, comme toujours, comme s'il était un gosse. Et j'avais vu son court métrage qu'il avait fait par rapport au cycle de la vie, j'ai oublié le
le nom du court-métrage. C'est pas celui qui est dans les films Jenny's Party? Exactement. Faut que je retrouve le nom du film en question, mais je l'ai vu ce court-métrage-là. Et du coup, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, ok, d'accord, en fait, c'est un gars aussi qui est capable de faire des trucs très philosophiques, c'est très quand même un peu en mode, pareil, pas gros troll, parce que d'un autre côté, il y a quand même un côté, il y a un rapport après, je fais des grosses théories, genre là, je vois large, mais à côté, je peux faire un peu du potache, un peu de l'humour un peu gras, tout ça. Bah, Inuo, c'est un peu ça, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'au début, on est très dans le truc, ok, je vais être très fidèle, je vais être très historique, je vais être très lisse, je vais expliquer l'univers, on est dans le passé, on n'est pas dans le temps présent. Avec quand même pas mal d'effusions de gore. Oui. Faut quand même le dire, le film est assez violent. Ouais, dès le début en plus, hein, on s'y attend pas. Hein. Et justement, on se dit, ouais, peut-être que le côté gore, ça va encore plus créer un côté sensible par rapport à l'histoire. Et ça prend vite un virage en fait, à partir du moment où on rencontre Inuo, à partir du moment où en fait ça part dans ce délire opéra rock. Et moi au début, quand c'est parti en mode opéra rock, j'ai fait non, mais il déconne, là. C'est pour blaguer. Et en fait, la musique, elle se lance. Et là, ça fait plus de 30 secondes. On se dit, bon, bah dans 30 secondes, c'est fini, parce que c'est un gag. Et puis là, il se passe 2 minutes 30 et la musique n'est toujours pas finie. On se dit, ok, mais là, c'est fini par contre. Et c'est pas fini en fait, il y a juste une pause, il y a un break. Et on comprend que là, en fait, c'est en train de se créer le truc. Et là, on se dit, bon, bah d'accord. Et on tourne la tête, on regarde un peu les gens, on se dit, non, mais est-ce que les gens, ils vont adhérer à ça et tout? Parce que c'est quand même très osé comme proposition. On voit des gens qui partent de la salle. 20 minutes plus tard, on en est au 3e morceau. C'est-à-dire que le 2e morceau aussi a duré très longtemps. Et on se rend compte que ça va être la zizanie totale, que Masaki Yuasa est un grand zinzin et a des bêtes de talent. Et le mec fait un exercice de style osé, film très intéressant. Moi, j'ai trouvé que les choix musicaux étaient peut-être un peu redondants à des moments. J'ai kiffé les refs, parce qu'il y a quand même beaucoup de refs aussi de... Je dirais pas des rêves de vieux, mais c'est quand même des rêves de daron, quoi. Beaucoup de rêves de daron dans le film qui sont présentes sur les différents artistes présentés. Mais moi, j'ai ressenti des longueurs. Après, en termes de propositions, il y avait des trucs bien, mais je pense pas qu'on avait vraiment besoin d'avoir un truc aussi long, quoi. Ouais, je comprends ton point de vue. Et là aussi, en fait, je crois que j'aime bien les films qui sont un peu clivants, parce que je me dis que c'est dans ces films-là qu'on voit réellement la personnalité des gens et qu'on arrive vraiment à avoir une sensibilité qui s'exprime et avec laquelle j'arrive à adhérer. Et justement, je crois que c'est ce que je recherche dans les films de Yuasa aussi. C'est une histoire très émouvante et je te conseille, vu que tu l'as pas vu, je te conseille de voir Tatami Galaxy. C'est vraiment une excellente série et qui, pour le coup, en termes d'histoire, se tient énormément tout en ayant un style d'animation qui là aussi entre une forme de philosophie et des gags extrêmement potaches. Et pour le coup, dans Tatami Galaxy, ils y vont à fond. Hein. Mais oui, voilà, en fait, je pense que tout ce que tu reproches au film, c'est-à-dire ses longueurs et compagnie, c'est des choses que je ressens aussi. Et j'avoue que j'y adhère pas totalement à ce film-là. Je trouve que la narration, elle est pas totalement évidente et compagnie. Mais en fait, je suis content juste de retrouver mon Yuasa. Et ça, c'est important pour moi. Enfin, genre, d'avoir, c'est comme revoir un vieux copain et de le saluer et de se dire que finalement, il a pas tant changé que ça, alors qu'on a cru qu'il s'était fondu totalement dans un système. En plus un truc important à préciser, Yuasa en fait depuis son épisode qu'il a réal pour Adventure Time là, c'est en faisant cet épisode qu'il avait ouvert du coup son studio Serian Saru. Là il avait annoncé que Inuo c'était le dernier truc qu'il faisait là-bas et le studio maintenant il donne les clés à quelqu'un d'autre et que le studio il était plus derrière. Je pense aussi qu'il y a une vocation de repartir plus dans le côté vraiment indépendant. Bah après, son studio, bon, il le donne à quelqu'un d'autre, ça reste sa femme Aeon Choi qui reste à sa tête. Et je sais pas trop si c'est vraiment son dernier projet là-bas. Bah moi j'avais compris que si c'était son dernier en fait, ça avait été annoncé en fait quand Eizouken était sorti, il avait dit Inuo c'est le dernier truc que je vais produire là-bas dans ce studio là. Et après je pars, hein, moi ce que j'avais compris. Moi ce que j'avais compris c'était plutôt qu'il quittait ses fonctions en tant que directeur du studio, c'est-à-dire parce que vraiment il réalisait toutes les séries et les films du studio et je pense qu'il a dû faire un burn-out de la mort. Je pense qu'il va rester associé au studio, mais qu'il va juste réaliser moins de choses et qu'il va se reposer. Et franchement, c'est tout ce que je lui souhaite. Bah, non, ça c'est vrai. Pour le coup, et puis c'est mieux parce que en vue des trucs qu'il a sortis entre temps, de ce que j'ai compris, qui sont du coup moins dans le sens de ce qu'il fait lui de base. Ça ne va pas dans le sens du poil, quoi. Ben ouais, tant mieux. Si franchement, il prend plus son pied. En ayant plus ces problèmes de gestion, de management et tout ça, franchement, pourquoi pas hein. Effectivement, pourquoi pas. Je te propose qu'on arrête là notre très longue plongée dans le festival d'Annecy et qu'on passe à nos petits coups de cœur. Je t'avoue, je suis en train de regarder mes petits kiffs, mais je suis curieux de savoir ce que tu as à nous proposer. Est-ce que tu as tes petits pics?
Alors, dans ma hotte, j'ai un album qui s'appelle Death Metal. Il est fait par un groupe qui s'appelle Pachinko, qui référence les Pachinko, mais il y a une petite faute. Et c'est un album plutôt tendance dream pop, shoegaze, fait dans les années 2000, qui est assez mélancolique et vaporeux, avec quelques petites touches glitch, mais qui sont enregistrés par des adolescents et qui n'étaient pas destinés à être distribués. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été fait par les adolescents et il s'agit de plus de démos qui ont été envoyées à des maisons de disques pour justement se faire connaître. Ils n'ont pas vraiment eu de retour et compagnie. Et ils ont imprimé quelques exemplaires pour eux et puis ils ont arrêté ce groupe-là. Des années plus tard, en 2016, un utilisateur de 4chan découvre un CD de death metal justement, poste ça sur le site et se dit est-ce que vous connaissez ce groupe-là? Je l'ai trouvé dans une brocante, je sais pas d'où ça vient et compagnie. Et à partir de là, le groupe va être redécouvert. Il va y avoir des milliers de streams qui vont exister parce que les personnes de 4chan ont monté un Discord et vont rechercher justement les membres de ce groupe-là pour essayer de les retrouver. Incroyable. Non, c'est incroyable. Mais de toute façon ouais, les gens sur ça soit 4chan ou Reddit, bon, même si je sais que c'est deux clans, hein, c'est deux blocs, c'est quand même des gens qui ont beaucoup de patience et qui vont beaucoup creuser et chercher le pourquoi du comment. C'est incroyable. Ouais, totalement. Donc c'est vraiment une belle surprise à ce niveau-là, comme quoi le site qui a vu l'avènement de Trump et de l'extrême droite américaine peut avoir quelques petites bonnes surprises. Bon, c'est pas les mêmes communautés, certes. J'ai pas envie de redorer 4chan, hein, mais 4chan aussi, ils ont aussi offert un truc de ouf par rapport à l'animation, si on peut être direct. Hein. Ils ont mis la lumière sur la nouvelle génération de l'animation télé qui est sortie début année 2010, hein, en parlant de My Little Pony. Ça a lancé un gros boom sur les productions qui sont sorties après, tout ce qui était justement soit animé sur Flash, soit les trucs étaient un peu dans les mêmes clivages, les mêmes valeurs, et qu'a lancé de tout ce qui est aujourd'hui fait qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui font des études dans l'animation. Donc indirectement, merci 4chan pour avoir remis My Little Pony sur la map. Voilà, big up, mais bref. Et pas merci 4chan pour le QAnon. Bref, Death Metal de Pachinko. Et Junkhead, là pour le coup c'est un film de Takahide Ori qui a déjà été conseillé par Alexandre dans un épisode précédent, mais bon j'ai beaucoup aimé le film donc du coup je me permets une autre recommandation. C'est un film qui est là aussi un peu choc, c'est-à-dire que c'est fait par une seule personne qui l'a fait sur des années et des années, qui est un film en stop motion, cyberpunk, grotesque, comique, mais qui a quelques petites touches sérieuses qui émaillent son récit. Ça va être grosso modo l'histoire d'un homme qui débarque dans un monde où l'humanité a été détruite et du coup il a une apparence de petit robot. Il va évoluer dans ce monde, il va perdre la mémoire et compagnie, il va être employé par certains personnages et au fur et à mesure il va rencontrer on va dire une galerie de protagonistes haut en couleur. Il va y avoir un côté un peu film qui se fait au fur et à mesure puisque c'est un personnage qui se balade, qui va voir un insecte qui va essayer de le croquer ou de le détruire et il va être renvoyé autre part, il va perdre sa mémoire, il va la regagner, il va être renvoyé encore autre part, il va retrouver des personnages qu'il avait déjà vus. C'est un film qui nous balade, qui est épuisant, qui fait des tas de blagues extrêmement potaches. On parlait des blagues potaches de Yuasa, mais celles de Junkhead, elles en tiennent une couche. Mais au fur et à mesure, il y a quelque chose de touchant qui se crée malgré tout, puisque les personnages ont tous une petite histoire. Et malgré, on va dire, toutes les blagues en dessous de la ceinture, il va y avoir aussi des choses qui vont se faire assez sérieuses, qui vont avoir leur lot de pathos, et d'un univers qui ressemble à Blame, la bande dessinée de Tsutomu Nie, qui est là aussi une bande dessinée avec un personnage qui se balade, qui est une bande dessinée très sérieuse celle-là, là d'un univers qui semble parodier cette bande dessinée-là pour retomber sur ses pattes et proposer un univers finalement beaucoup plus sérieux et émouvant qu'il n'y paraît. Moi je dis plutôt chapeau. Et même s'il n'y a pas vraiment de fin, j'avoue que je serais bien curieux de voir la suite. Ouais, en plus il est ressorti récemment en salle, ce que j'ai compris. Non, il est sorti en salle. À la base, en fait, c'était une série de courts-métrages qui avait été présentée dans des festivals. Je crois qu'il y a le premier, ça date de 2013. Donc, il y a un peu de temps entre la sortie du premier court-métrage et la sortie du film final qui dure 1h40. Et effectivement, il y a un côté très épisodique. On sent, on va dire, presque le collage de plusieurs événements. Mais ça ne m'a pas gêné. Il y a suffisamment de récurrence pour que ça reste digeste. Je te propose que tu présentes ton coup de cœur. Moi, mon coup de cœur musical, c'est un coup de cœur très inspiré de la vibe DMV qui vient tout droit des États-Unis, donc cette vibe de ces flows un peu cassés, mais du côté de la France. Donc moi c'est le projet l'EP Cactus Music, un EP produit par Brixie et 3G, qu'on connaît surtout de leur production qu'ils ont fait sur le dernier album de La Fève qui avait pas mal marché, l'album
Mais voilà, du coup, Cactus Music, donc avec H. John Crack, qui est un rappeur un peu blasé, qui a quelques références à droite à gauche, de cette génération, biberonnée à la nouvelle Japanime et tout ça, mais un peu indépendante, balançant des fois quelques rêves amer béton, tout ça sur certains de ses projets. Cactus Music, c'est frais, c'est cool, c'est un sacré délire. Donc là, c'est sorti fin mai, début juin. Ça a été un peu la BO de mon Annecy en même temps, donc c'est pour ça que j'en parle. Ça m'a grave fait kiffer, et on est donc sur une vibe très du coup voilà, le DMV flow, légèrement rappé, un peu chanté, ce côté un peu cassé, et légèrement limite endormi en fait, hein, ce flow un peu comme ça, avec des prods des fois qui vont virer sur, des fois il y a des prods légèrement un peu hyper pop, ce qui m'a surpris, parce que des prods pour du rap franc, c'est rare déjà, ça fait plaisir. Et des trucs un peu plus classiques, avec des choix un peu osés d'instruments, que ce soit des flûtes, mais pas des flûtes type Mascop Future, mais plus des flûtes très un peu barbantes. Notez le morceau Les Lois du Karma. Donc ouais, non, franchement, petit projet, 5 titres, ça s'écoute 12 minutes, et c'est suffisamment concis pour qu'on s'y prenne, bien. Moi, j'ai bien kiffé, bonne découverte qu'on m'a balancé. Deuxième coup de cœur. Allez, je vais encore rester sur ce que j'écoutais pendant mon Annecy, mais actuellement je suis grave en train de me remettre me mettre un peu à la page sur la nouvelle scène, on dirait même la nouvelle vague ou la nouvelle école, comme une certaine nouvelle série Netflix autour du rap franc, mais là pas du tout. Là moi je suis grave à fond sur le rappeur québécois Roger, qui a fait son nom, etc., qui est super marrant sur les réseaux, etc., et qui fait des trucs qui sont pareils. On a un peu sur la vibe DMV encore une fois, mais voilà, là son album Carnaval de Finesse 2, les chroniques du jeune entrepreneur, c'est juste excellent. Il y a des productions qui viennent directement straight from Québec, mais aussi des producteurs français, et quelques featuring très sympas, dont un feat avec Alpha One de son grand nom, donc voilà, qu'on ne présente plus, hein, de l'entourage, 995, tout ça. Et non, franchement, c'est cool. Pareil, album assez concis, que je crois que je l'écoute depuis à peu près décembre, mais je m'en lasse pas, et vraiment, sa carrière à Roger, super intéressante. Pour un gars qui balance beaucoup de références un peu nerd, tout ça. Un morceau sur 2, il dit qu'il a craqué sa Switch. Enfin voilà, c'est des choses qui me font bien rigoler, bien marrer, et ça fait plaisir, c'est cool, un peu plus de représentation de loser un peu social, mais dans le sens, quelqu'un qui a grandi peut-être trop sur sa console et pas sur autre chose, c'est cool. Très bien, je te propose qu'on arrête là. Et ouais. Donc du coup, ce intervalle spécial Annecy est terminé. On se retrouve une prochaine fois, les mains pleines de films et de séries. En attendant, on se dit ciao et bon vent. Allez, ciao, et bon vent, bien sûr.